Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Quoique les deux ne sont pas antinomiques, nous sommes d'accord. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On les accueillera volontiers puisque nous sommes en direct et pas en vacances. Non, Et parce oui. que nous on est comme ça, on vous aime, toujours on sur le reste pont. avec vous sur le pont ou sur le circuit ou sur le tarmac puisqu'on va Ouais. parler auto jusqu'à midi. Avec une émission un peu spéciale, on va faire un peu un bilan de ce qui s'est passé. Flashback Ouais. 2024. D'ailleurs, on vous attend au standard. Si vous avez des tops et des flops pour l'année 2024, je vais même vous dire, ça a été plus facile de trouver des flops que de trouver des tops. La top Vous et avez- flop évidemment qui ont un rapport direct avec la Avec voiture, l'automobile, avec l'automobile en bien général, évidemment. ou même les lois de l'automobile. Parce que quand on parle de l'automobile, c'est tout ce qui concerne aussi la mobilité, les ZFE, les choses comme ça, tout ce que nous avons vécu en tant qu'automobiliste. Alors on fait un petit point, un petit tour d'horizon de ce qui va se passer. Oui, on se penchera sur une question épineuse. Le marché du véhicule électrique Des est-il véhicules des véhicules Vous êtes sûr que vous n'auriez pas de prendre des vacances, vous? Le marché du véhicule électrique est-il vraiment en panne en Europe? Ah On verra, ah. parce que certains disent oui, c'est la catastrophe, d'autres disent mais non, tout va très bien, Madame la Marquise. Donc on essaiera d'y voir un peu plus clair là-dedans. On aura quelques invités que vous connaissez, avec qui on partagera les tops et les flops de l'année 2024. Vous allez voir qu'il y a des choses parfois rigolotes, et puis parfois on n'est pas d'accord également sur ça. On fera une petite rétrospective de tout ce qui a eu lieu au niveau de la Fédération française des véhicules d'époque dans cette année 2024. Là, c'est plutôt du positif, et on en reparlera bientôt, puisqu'il y a des grands projets pour 2025 qui ont un rapport avec les ZFE, mais je vous en dirai pas plus. Et puis, on a, vous savez, chaque année, traditionnellement, la dernière émission de l'année, je fais l'élection de ma voiture préférée. Ouais. Le jury se réunit et à chaque fois, la voiture est élue à l'unanimité. Donc cette année, Avec vous-même. Je veux juste vous donner un élément. C'est Jaune. une voiture française. Voilà. Une voiture jaune. En tout cas, voilà, vous avez compris, ça va être une émission un peu particulière. On a un Zach qui vous attend au standard. Hein. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous aussi partager avec nous vos flops et vos tops. Et puis, vous pouvez bien sûr le faire comme vous le faites tout au long de l'année, réagir sur la page Facebook de Sud Radio et nous écrire pour intervenir prochainement dans une émission en posant une question à l'ami Jean-Luc, par exemple. Vous envoyez un mail, je participe @sudradio.fr et vous mettez bien On parle auto dans l'objet de votre mail. Et il Allez. y a une question qu'on va se poser aussi pendant ces 2 heures, c'est est-ce que Laurence Perrault va finir l'année, puisqu'elle est dans un état épouvantable. Voilà. Donc c'est peut-être la dernière. Ça s'appelle une rhinopharyngite, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien grave. Mais j'avoue qu'elle m'a bien scotché pour les fêtes de Noël, ce qui ne m'a pas empêché du tout d'en profiter. Bon, allez, c'est parti. On fait un flashback 2024 durant toute notre émission. Et puis, on a Zach qui est avec nous au standard. Aujourd'hui, Anthony qui réalise cette émission. Bonjour, bonjour. Et nous sommes avec vous tous. On vous attend 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, nous allons accueillir Alexandra Legendre, qui est responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs, pour le premier sujet de cette émission. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Comment Bon. ça va? Noël a été sympa? Très sympa, merci. À vous aussi, j'espère. Oui, Ouais. vous avez eu des beaux cadeaux? Oh là là, énormément. Mais moi, vous savez, mon truc, c'est les petites voitures. Ah bon? Ah ouais, c'est plus facile à garer, c'est l'avantage. Ouais, il y en a 4000 à la maison, ça commence à faire beaucoup. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Ah tiens, en parlant de petites voitures, moi j'essaye en ce moment la Jimny, une petite espèce Moi, de j'ai petit deux, K-car deux, de Suzuki. Et tu sais qu'au Japon, c'est considéré comme une K-car, la Oui, Jimny, mais là, ils ont- la petite ils ont de même place une là. version avec un moteur turbo qu'on aimerait bien avoir chez nous, mais Ah. malheureusement qui n'est pas importé. Voilà, je suis À en train à d'essayer cause- ça, à ça cause m'amuse. du CO2. Ouais. Voilà. Bon, Alors. Alexandra, deuxième édition cette année des trophées Trop c'est trop. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce Trop c'est trop en collaboration avec l'association des médias auto et moto. Vous avez demandé aux usagers de la route, en gros, qu'est-ce qui les exaspérait le plus? C'est ça les trophées Trop c'est trop? Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, notre association, elle défend la mobilité automobile en particulier, mais mobilité individuelle en général. Et donc, on passe beaucoup toute l'année à râler.
Et les trophées trop, il y a un petit côté aussi impertinent, c'est deuxième degré en fin d'année pour dire bon, on a râlé toute l'année, maintenant on va râler, on continue, mais avec un petit peu de dérision et de deuxième degré. Ouais. Donc en fait, on demande aux Français d'élire dans 5 catégories les mesures qui les ont les plus fait sortir de leur gond, qui les ont les plus exaspérés. Bon, alors, première question. Il est question de flicage des conducteurs. Je vous laisse poser la question et vous allez nous donner les résultats. Alors, donc en 2024, les projets pour épier les automobilistes et les motards d'encore plus près ont un nouveau fleuri. Et pour vous, quelle mesure est la plus insupportable ? Et celle qui a gagné, c'est à 58% des votes, c'est les multiples abaissements de limitation de vitesse, évidemment accompagné avec le renforcement de la répression. Ça rend fou parce qu'en fait, la justification à chaque fois d'ajouter des radars partout notamment, elle apparaît pas flagrante aux conducteurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément aux endroits les plus accidentogènes. Vous voulez dire par exemple que si on évoque le périphérique qui est passé à 50 km/h, la justification donnée par la mairie, qui d'ailleurs, tiens, je fais une petite parenthèse, dit oui, mais ça roule mieux sur le périphérique depuis que c'est passé à 50. Alors, moi, je connais beaucoup de gens. Il y a moins d'accidents en plus. Ils ont annoncé ça la semaine dernière. Attendez, il y a moins d'accidents, ça roule mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent plus prendre le périph' à 50. Donc, la circulation se reporte sur d'autres axes qui, eux, sont plus embouteillés, provoquent plus de pollution et où il y a plus d'accidents. Mais ça... On n'en parle pas. Bon, on verra. Il y a des actions en ce moment en justice. Mais vous avez vu quand même la politique de la mairie de Paris qui, de façon extrêmement prétentieuse, a annoncé ces chiffres la semaine dernière. Moins 19% d'accidents, patati patala. Ça s'appelle de la manipulation. Hein. Oui, mais bien sûr, on va. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils veulent qu'il y ait des voies dédiées sur le périphérique pour faire autre chose que faire rouler des voitures. C'est tout. Donc le passage à 50, c'était juste le premier pas. Bon, bref. Alors, 58% en fait des gens râlent contre ces limitations de vitesse. Parfois incohérentes. Hein. C'est vrai que sur certains axes, ça passe de 70 à 90 à 80 tous les kilomètres. Donc on est complètement perdu, c'est complètement dingue, quoi. Ouais. C'est même pas un sentiment de sécurité qu'on ressent, puisqu'en fait, on a le nez rivé sur le compteur. Complètement. Et c'est vraiment pas ça qu'il faut faire quand on est en volant, on le sait tous. Il vaut mieux regarder ce qu'il y a autour de nous, en fait. Ouais. Alors après, il y a en 24% les nouvelles fonctionnalités des radars. Je suis étonné quand même que les gens soient exaspérés par ça, parce qu'on les connaît pas, les nouvelles fonctionnalités des radars. Oui, mais on a fait notre sondage en début décembre, et on venait d'annoncer, dans le cadre du projet de loi de finances, des nouvelles fonctionnalités de radar, vous savez, avec notamment... oui, mais comme la loi de finances, elle n'est pas passée, ça c'est reporté au calendrier grec, on va dire. Bien sûr, mais ça c'était avant. Notre loi, c'était avant. Le 1er décembre. C'était avant. C'est vrai que tous les mois, ça change. Alors donc ça, c'était avant. Il faut pas s'habituer. Hein. Bon. Et enfin, oui, 18% contre les radars collectivités pour enflouer les classes locales. Vous savez que dans le cadre de la loi de décentralisation 3DS, effectivement, les collectivités vont être autorisées à mettre des radars un peu où ils veulent, sans l'aval, entre guillemets, de l'État. C'est-à-dire juste le préfet du département sera averti, et puis après, le problème c'est que les caisses des collectivités locales sont vides, et que ajouter des radars, ça va être très tentant. Sous couvert de la sécurité routière, on va quand même c'est quand même de ramasser des trous. Quoi. C'est ce qui se passe en Italie, et ça n'a pas amélioré la sécurité routière, on l'a vu. Alors, deuxième question, les galères autour des sanctions routières. La question. La question, c'était que la vie des conducteurs peut souvent basculer dans un univers complètement kafkaïen, et selon donc les personnes qui ont répondu, laquelle de ces situations ubuesques a été la plus énervante en 2024. Je dois dire d'ailleurs qu'on a eu 11 000 votants, hein, donc on a vraiment beaucoup de gens qui s'énervent. Et alors là, c'est très partagé, puisque à 37%, vous avez les autoroutes en flux libre sans le mode d'emploi. Les gens ne comprennent pas comment ça marche, ceux qui n'ont pas de badge évidemment. À 35%, c'est l'inextricable processus de contestation des forfaits post-stationnement. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais quiconque a voulu contester une amende pour stationnement alors qu'il est dans son bon droit saura exactement de quoi on parle, c'est-à-dire que pour récupérer, ne pas avoir ce forfait à payer,
c'est un parcours du combattant, c'est vraiment exaspérant. Et puis enfin, vous avez un autre parcours du combattant, là cette fois c'est pour contacter l'Antai, donc ça c'est 28% des votes. L'Antai, ça s'est amélioré, hein. Quand ça s'améliore, il faut le dire, et c'est vrai que par rapport au début où c'était vraiment galère, là ça s'est pas mal amélioré. Alors pour la question d'après, là il y a carrément un plébiscite. Alors dites-nous tout. C'est l'opacité dans notre quotidien d'usagers automobiles et motos notamment. Donc la question c'est pour de nombreux sujets touchant notre quotidien, nous manquons cruellement d'informations. Et en 2024, quel est le mystère le plus inextricable? Et là, à 68%, c'est le plus fort taux de notre vote, c'est on ne sait pas où va l'argent des radars. Ah bah tiens, c'est pas nouveau. Oui. On ne sait pas où va l'argent des radars. C'est pas nouveau en fait. Par rapport au discours politique il y a quelques années où on nous disait oui, l'argent des radars servira pour les sécurités routières. Dans la pratique, c'est pas du tout le cas. L'argent des radars sert en partie à rembourser la dette de la France. Donc c'est un impôt en fait, l'argent des radars. Contrairement à ce qu'on nous avait dit au départ. Ah, complètement, oui, c'était vraiment la main sur le cœur. On nous disait que ce serait uniquement des recettes dédiées à une politique de sécurité routière, à l'amélioration des infrastructures, etc. Et puis évidemment, vous avez le pourcentage avancé par l'État qui dit que c'est 60% de la somme qui est dédiée à ces activités-là. Déjà 60%, c'est pas 100%, ce qui était l'objectif à l'origine. Mais surtout, dans ces 60%, il y a de l'argent qui est reversé aux collectivités. Et à partir du moment où cet argent est reversé aux collectivités, on ne le trace plus. Et nous, on sait bien que c'est pas 100% de cet argent reversé aux collectivités qui va aux infrastructures routières ou à la politique de sécurité routière, loin de là. Bon, alors après, en deux, je vais le dire pour gagner un peu de temps, on ne sait pas comment les zones à faible émission fonctionnent. Les gens vont d'un coup, là, à partir du 1er janvier, repenser à ça. Et puis on ne sait pas comment sont vraiment traitées nos données, les données personnelles. Bon, je vous conseille quand même de cocher les cases comme quoi on ne doit pas les réutiliser. La quatrième question, là, les infrastructures stupides sur nos routes, c'est un ralentisseur façon mur qui arrive en premier, pas de surprise, 59%, c'est énorme. Ah oui. Il devait y avoir un reste de trottoir dans la mairie en question. Et le maire, il a fait construire un ralentisseur en forme de trottoir. C'est stupéfiant. Oui, on est sûr que les voitures ralentissent. On va les arrêter, même si ça continue. Place de stationnement dangereuse dans le Rhône. Un coussin berlinois à cheval sur une piste cyclable. Ça me fait rire. Il y a des trucs comme ça stupides. Déjà, le coussin berlinois, c'est interdit, mais à cheval sur une piste cyclable, on imagine ce que ça donne. Et cinquième question, des trophées trop c'est trop. Alors, c'est trop, c'est pas. C'est vrai qu'entre Noël et le jour de l'an, c'est pas facile à dire. Trop c'est trop. Non, mais là, en plus, c'est une déclaration publique anti-voiture et c'est vrai qu'elle me fait beaucoup rire. La déclaration qui gagne. Ça nous fait rire, mais c'est pathétique. C'est triste, aussi, C'est laquelle c'est notre ancienne ministre de la Transition écologique et de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, à 50%, qui a quand même réussi un exploit en devançant Anne Hidalgo, qui en a prononcé beaucoup des phrases. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile, mais elle a réussi, puisque Agnès Pannier-Runacher, le 11 octobre 2024, a déclaré... Si vous achetez une voiture, et c'est particulièrement vrai pour les gros SUV à essence ou diesel, ça fait un impact sur la planète. Cet impact, vous l'avez près de chez vous. Moi, j'étais en Seine-Maritime, vous aviez les gens qui étaient sous l'eau à cause des inondations. Voilà. Donc voilà. Si vous achetez un SUV, le raccourci, c'est à cause de ceux qui ont des SUV qu'il y a des inondations. Il faut vraiment être, excusez-moi du terme, on dit normalement, phrase d'Audiard, les cons ça ose tout. Bon là... Elle est toujours ministre de la Transition écologique. Oui, mais bon... C'est dans des postures comme ça qu'on se retrouve à devoir expliquer aux gens que les SUV c'est pas une catégorie en soi, que les SUV ça veut tout et rien dire. C'est la moitié des ventes de véhicules neufs aujourd'hui, donc ça va pas dans le bon sens en plus. On va avoir de plus en plus d'inondations. La dernière de ces sorties, c'est qu'elle s'en prend aux entreprises qui sont jugées responsables de la hausse des émissions de CO2 en France au 3e trimestre 2024. Elle regrette le peu d'achats de véhicules électriques par les entreprises. C'est sa dernière sortie là. Alors que la France est plutôt un bon élève, même si les émissions de CO2 ont légèrement augmenté cette année par rapport à 2023. On est plutôt dans le peloton de tête, même, j'allais dire, de l'Europe, mais du monde entier. Alors donc, bon, voilà, on a fait le tour sur l'ambulance. Du trop, c'est trop. Anne Hidalgo, elle a dit quoi? Vous avez retenu quoi comme phrase? Parce qu'il y en a tellement que... C'était quand elle a dit qu'elle était... l'ensemble de son œuvre. Non, quand elle était droit dans ses bottes pour la décision du 50 km/h. Ah oui, bien sûr. Elle irait jusqu'au bout. Voilà. D'accord. En tout cas, elle l'a fait.
Oui, C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas d'accord, elle va au bout de ce qu'elle dit. Que ce soit justifié, pas justifié, intelligent ou pas intelligent. Alors elle va au bout de ce qu'elle dit, non, pas tout le temps. On peut reprendre plein de phrases qu'elle a. En tout cas, les 50 km/h, elle nous l'a bien Quand mis. c'est pour taper sur la voiture, elle va au bout de ce qu'elle dit. On est d'accord. Quand c'est pour faire des économies. Oui, bien sûr qu'il y a des recours en cours, mais entre les recours en cours qui courent, on verra bien. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine pour savoir où ça en est. Exactement. Avec Alexandra... un avocat, je balancerai pas, qui est en ce moment à l'île Maurice. Si tu nous écoutes, Rémi, bon. Rémi J. Alexandra Legendre, responsable pour l'étude et communication de la Ligue des défenses des conducteurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Alexandra. Et passez à bientôt. À Passez bientôt. un très beau réveillon et une très belle fête de fin d'année. C'était les trophées Trop c'est trop de la Ligue de défense des conducteurs qui ont lieu donc tous les ans. À suivre, les tops et les flops. On va en parler avec Nicolas Meunier. Sujet top et flop 2024. Ce sera dans On parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et c'est une émission spéciale, comme vous pouvez le constater si vous nous rejoignez à l'antenne et à l'écoute de Sud Radio, avec pour vous l'occasion de faire un peu un bilan sur ce qui s'est passé cette année. Alors vous êtes déjà un peu nombreux à nous faire un petit coucou sur Facebook. On vous lira d'ici la fin de cette émission. Pour l'heure, top et flop 2024, on va en parler avec notre invité Nicolas Meunier, qui est entre autres journaliste automobile également et auteur de plusieurs livres. On l'a reçu la semaine dernière, mais là, je ne vais pas le balancer, mais il est au ski. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bon, alors Nicolas, on commence. Alors c'était, ce que je disais, c'était plus facile de trouver des flops que des tops cette année. Moi, mais c'était l'inverse. Parce que moi, je suis optimiste de nature, donc moi, c'était l'inverse. J'ai plus de mal à trouver mon flop que mes tops. Mais non mais. Alors là, je vais dire quand même, c'est un top un peu particulier, quoi, parce qu'il n'a pas été top pour la personne concernée. C'est quoi votre top de l'année ? Moi, mon top, c'est l'émission de Carlos Tavares. Alors lui, il n'a pas trouvé ça top. Alors pourquoi pour vous, c'est positif ? Alors c'est positif parce que je pense qu'il a mis le groupe dans une situation assez difficile. Il a voulu, pour moi, persister dans une direction qui était nécessaire au début où il est arrivé. C'est-à-dire que quand il est arrivé à la tête de PSA, Peugeot, Citroën, à l'époque, les marques étaient vraiment dans une situation financière assez critique. Oui, mais c'était déjà en redressement, on va le préciser. Le redressement de PSA, c'est pas lui. C'était déjà initié au niveau des produits déjà. On avait rationalisé la production et donc ça permettait à PSA de sortir un peu la tête de l'eau. C'est vrai que le constructeur a failli disparaître, ne l'oublions pas. Oui, ce qui est clair, c'est que pour moi, ce qu'il a fait, c'est au niveau financier. C'est-à-dire, les mesures d'économie étaient nécessaires, je pense, structurellement. On l'a vu aussi ensuite chez Opel, où il a réussi à redresser la barre assez vite. Mais les produits, comme vous le dites très bien, le 3008, c'est pas lui. Le 3008 a été lancé 6 mois après son arrivée. Donc, clairement, il a profité des produits de son prédécesseur, de toute une gamme qui a fort bien marché, entre le 208, 3008, 308, etc. Mais les mesures d'économie et les mesures structurelles, ça c'est lui. Ensuite, le problème c'est qu'il n'a pas su s'arrêter. C'est-à-dire qu'il a continué à vouloir verser des dividendes aux actionnaires. J'ai l'impression qu'il est il a été entraîné dans une sorte de folie furieuse. Oui, de profit à court terme, en fait. Profit, à vraiment court terme. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien dans les cartons, quasiment, en projet, ou alors que c'est du copier-coller d'une marque à l'autre. Si on regarde une Lancia Ypsilon, une Peugeot 208, ça se ressemble beaucoup. Alors que je peux vous raconter une petite histoire à ce propos-là, c'est qu'il y avait un vrai projet chez Lancia de faire une Delta. La Lancia Delta était la dernière Lancia emblématique qui a été produite, et donc on a demandé au directeur du design, alors je vais pas citer de nom comme ça, je vais me fâcher avec personne, de refaire un projet Delta qui était une voiture absolument sublime. Et Carlos Tavares est arrivé, il a dit ok, c'est super, ça coûte combien ? On lui a dit combien ça coûtait, il a dit vous vous contenterez de faire une Ypsilon à partir d'une 208. Voilà, en gros c'était ça, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait des projets un petit peu onéreux, il a carrément verrouillé de tous les côtés, tout ça pour du profit à court terme. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu une vision à long terme. Alors on peut se demander pourquoi, parce que lui c'est un vrai passionné d'automobile.
il connaît, il a été ingénieur dans l'automobile, il s'occupait des châssis, donc il a une vraie connaissance. On peut se demander pourquoi il a fait ça. Alors moi, évidemment, je cherche toujours la petite bête derrière. Je me dis, il savait qu'il ne serait pas éternel à la tête de Stellantis, donc il a peut-être joué sa carte perso, j'en sais rien. C'est possible, ou alors il a voulu peut-être faire plaisir à la direction de ce qui est devenu Stellantis, avec où il fallait ménager la chèvre le chou entre FCAS, qui était ex-PSA, où tout le monde voulait des résultats financiers à court terme. Mais en effet, quand il est arrivé, on l'attendait un peu comme le Messi, parce qu'on s'est dit, c'est un vrai passionné de voiture, il fait de la compétition historique, etc. On s'attendait à une vraie, à ce que PSA non seulement revive, mais en plus, ait une sorte d'explosion au niveau de ses gammes, avec des produits vraiment sympathiques. Et là, on s'est retrouvé avec une 508 PSE, donc c'était assez dramatique quand même comme résultat. C'était reprendre les ingrédients de la version hybride, rajouter 3 éléments de tuning, et ensuite juste changer l'électronique, la gestion électronique de la motorisation pour faire 60 chevaux de plus. C'est pas comme ça qu'on crée une voiture de sport haut de gamme. Et puis Nicolas, nous on l'a vécu, le personnage a changé entre le moment où il est arrivé et puis juste avant qu'il parte. Il est devenu de plus en plus inaccessible. C'était un tyran. On a tous connu des gens qui travaillaient, on va dire, chez PSA plus que Stellantis, parce que c'est ceux qu'on connaissait, qui sont partis chez la concurrence parce qu'ils jugeaient insupportable justement la politique de Tavares à la tête du groupe. Donc, alors j'irais même plus loin que ça. Moi, ça fait 5 ans que toutes les personnes qui travaillent chez Stellantis, sans exception, ont envie de partir. Et en effet, quand vous faites des conditions de travail pourries comme ça, que ça vous pourrit la vie au quotidien, c'est évidemment ceux qui vont partir en premier, c'est ceux qui ont le plus de facilité à retrouver un poste ailleurs, et en général c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, Gilles Vidal, qui sont partis chez Renault, Gilles. Gilles Leborgne, c'est tous les Gilles qui sont partis, voilà. Alors le flop, il m'a fait, ça m'a fait bizarre, mais je sais pourquoi en fait. Alors Alors le flop pour moi, c'est les ventes de voitures électriques de luxe, où il y a énormément de marques qui ont misé là-dessus. Et aujourd'hui, absolument tout le monde fait machine arrière. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple Chez Porsche, par exemple. Porsche Jaguar. Je pensais à Lotus. C'est encore plus frappant, Lotus, parce que eux, ils ont fondé une stratégie d'expansion là-dessus. C'est-à-dire qu'ils espéraient quand même multiplier leurs ventes par 100. Donc c'est énorme. Avec un lancement de 3 modèles électriques. Donc pour le moment, il n'y en a que 2 qui sont là. Il y a le SUV Elettre et la berline Emeya. Et quand ils nous ont présenté le SUV il y a 1 an à peu près, un petit peu plus, 1 an et demi, ils nous ont dit qu'ils étaient assez confiants sur l'avenir, puisqu'ils avaient prévu ils disaient qu'ils avaient un portefeuille de clients de 14 000 vendants potentiels. Alors à l'époque, on croyait même que c'était des ventes fermes, vu comment ils avaient tourné la phrase. Et aujourd'hui, quand on regarde les immatriculations sur les 3 premiers trimestres, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont vendu seulement 3 983 véhicules électriques. Et l'ironie du sort, c'est qu'en même temps, ils ont lancé une petite sportive qui correspond beaucoup plus à leur ADN, qui s'appelle l'Emira. Donc c'est une voiture compacte qui est un tout petit peu plus puissante. Elle n'a pas été lancée qu'au Moyen-Orient, l'Emira. Et non, non, même si on pourrait le croire, Et ils en ont vendu autant quasiment, ils en ont vendu 3634 sur la même période, donc quasiment autant que les modèles électriques. Donc c'est une excellente nouvelle pour l'Emira, qui, soit dit en passant, est encore la seule voiture de la gamme qui a été conçue par les équipes historiques dans le Norfolk à Etel. Donc c'est quand même un beau pied de nez à cette stratégie qui voulait être, qui a été voulue par le nouveau propriétaire chinois Geely. Et aujourd'hui, Lotus, sur le début de l'exercice 2024, ils affichent une perte de mémoire de plus de 660 milliards de dollars. Waouh. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de constructeurs. Effectivement, quand on prend par exemple Volvo qui voulait vendre du 100% électrique, qui revient avec le navire amiral de la gamme qui était 100% électrique X90 et qui repropose au catalogue la version hybride rechargeable, donc avec un moteur thermique, parce que malheureusement, on sait que le 100% électrique sur le très haut de gamme, ça ne marchera pas. Voilà. Et on a Maserati aussi qui a suivi cette voie. Alors ils suivent ça de manière un peu plus pragmatique, puisqu'ils ont en parallèle une gamme électrique et une gamme thermique classique. Et là, tous les contacts que j'ai chez Maserati me disent les gens n'en veulent pas, les clients traditionnels n'en veulent pas.
Bah ouais. Alors, est-ce qu'il faut aller chercher les clients ailleurs? Parce qu'on a quand même une grande Turismo, pour en avoir rapatrié une depuis Turin jusqu'à Paris, une grande Turismo électrique, c'est vraiment une excellente voiture. Non, mais moi, ce que je comprends pas, la même chose du Grécal qui bon. Ce que je comprends pas au niveau marketing, mais on conclura là-dessus, Nicolas Meunier, et puis vous aussi, l'ami Jean-Luc, c'est que ces grandes marques qui étaient aussi, enfin les grandes voitures de luxe et sportives, qui étaient aussi hyper appréciées par leur motorisation thermique exceptionnelle, en V8, en V6, en V12 et autres. Comment on peut penser que les acheteurs de ce type de bagnole, excusez-moi d'être un peu direct, aient envie d'une voiture électrique, quelle que soit l'efficience d'un moteur électrique? Il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui m'a complètement dépassé. Le Porsche Macan qui est vendu exclusivement en électrique en Europe, le nouveau, en fait, cohabite dans toutes les autres régions du monde avec l'ancienne version en thermique. Et il se vend plus de thermique que d'électrique. Évidemment, mais c'est le moteur qui fait rêver, c'est pas, les voitures de, bref, c'est pas. Moi, j'ai un truc que j'ai pas tout compris. C'est le cas dans toutes les catégories où pareil, on veut nous vendre une R5 électrique qui est une voiture absolument charmante, mais si on regarde le rapport entre le prix de vente et le service rendu par rapport à une Clio essence, qui a quand même un certain nombre d'éléments en commun, on s'aperçoit que le compte n'y est pas. Ça reste toujours un véhicule. Vous pensez qu'ils vont se planter, Renault, avec la R5? Non, là, ça c'est bien vendu. On va en parler justement. Super. Tiens, voilà. Et ça c'est la transition. C'est trop drôle, dites donc. C'est la transition avec la voiture de l'année Sud Radio. On vous Merci, fait un bisou, Nicolas Meunier. Merci. Passez des belles fêtes de fin d'année. Bon ski. Merci, au revoir. On donne tout, nous. On est des donneurs ce matin. Allez, à suivre. On va en parler de cette voiture de l'année. En tout cas, de la Renault 5. Ça sera l'essai de la semaine. Et ce sera surtout la voiture de l'année de l'ami Jean-Luc. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et attention, ça va être le volant de la voiture de l'année by l'ami Jean-Luc Moreau. Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis réuni en jury et j'ai voté pour... vous la voyez, ceux qui regardent la vidéo ont découvert que c'était la R5 E-Tech. Sur la page Facebook de Sud Radio. Exactement. Elle m'a charmé par son style qui est un peu empreint de nostalgie, de modernité, un tarif qui était annoncé comme alléchant. On y reviendra juste à la fin. Et puis, il semblerait que toutes ces qualités aient plu aux automobilistes, puisqu'au mois de novembre, c'était la voiture électrique la plus vendue en France avec 3316 exemplaires. Alors, comme je vous l'ai dit, un look qui fait tourner les têtes. Je me suis senti très beau au volant d'ailleurs, puisqu'il y a même des filles qui m'ont arrêté pour me demander mon téléphone, pour me demander si la voiture était bien, je vous rassure. Bon, c'est vrai qu'il y a des porte-à-faux réduits, une ligne assez pure, il n'y a pas trop de fioritures stylistiques inutile. C'est une voiture compacte également, 3,92 m de long, c'est 17 cm de moins qu'une Zoé. Ça contribue, comme c'est une voiture avant tout citadine, ça contribue évidemment à ses qualités. On reconnaît une R5 au premier coup d'œil, il y a quelques clins d'œil au passé, comme vous le voyez sur la vidéo. Il y a des clins d'œil à la Super 5, mais aussi à la R5 Turbo, en particulier avec les ailes arrière. Et puis pour ceux qui n'ont pas connu les R5, Super 5, R5 Turbo, c'est-à-dire les plus jeunes, eh bien, il y a un gros 5 sur le capot. Comme ça, vous pourrez au moins identifier la voiture. Chose remarquable sur cette auto, c'est les grandes roues de 18 pouces. Et vous allez voir que c'est pas un handicap par rapport à d'habitude. Bon, c'est une voiture courte, mais elle est large, donc elle offre un coffre assez vaste dans le segment, 326 litres, et puis une habitabilité arrière qui est certes pas gigantesque, mais si on la compare à une voiture de taille à peu près comparable, la Mini Cooper, eh bien, Mini Cooper électrique, on a quand même un peu plus de place derrière. J'apprécie moi beaucoup la sellerie de cette voiture. Elle est plutôt ferme, mais elle est assez confortable. En plus, elle est jolie et c'est fait à partir de vieux jeans recyclés, donc en plus... c'est écolo. Une des autres qualités de l'auto, c'est la planche de bord. J'adore le design de la planche de bord, qui est un retour aux sources également, avec un revêtement matelassé sur la partie inférieure de la planche de bord. Et puis sur la version iconique que j'avais pendant l'essai, vous avez un petit
R5 sur le tableau de bord qui est lumineux et qui change de couleur en fonction du mode de conduite sélectionné. Il y a 3 modes de conduite, il y a confort, sport ou éco. En plus, la qualité de fabrication est tout à fait correcte, puis la présentation est valorisante. Évidemment, Renault a repris des éléments qu'on retrouve sur d'autres modèles, en particulier l'écran de 10 pouces pour le tableau de bord. Alors là, pour moi, un petit bémol, c'est qu'on a voulu faire une voiture avec un petit côté rétro. J'aurais bien aimé des cadrans ronds, je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est plus lisible que des chiffres. On a un assistant vocal. Ah oui, il faut quand même dire, il y a quelques trucs qui marchent pas tout à fait bien. Renault nous dit on a un assistant vocal extraordinaire. Il s'appelle Renault. Renault, R-E-N-O. Bon, il m'a pas convaincu, monsieur Renault. Ce qui est plus pertinent, en revanche, c'est la pompe à chaleur en série, le bouton magique pour neutraliser une partie des aides à la conduite. Ça, c'est propre à Renault et Dacia. Et puis, le moteur synchrone à rotor bobiné qui est sous le capot, moteur électrique. Donc sur notre véhicule d'essai, on avait la version la plus puissante pour Renault, 150 chevaux, 245 Nm de couple. Vous savez qu'il y a une version qui est déclinée chez Alpine qui est plus puissante. Une batterie avec une chimie NMC. Pourquoi NMC? Alors NMC, nickel, manganèse, cobalt, c'est les batteries les plus performantes aujourd'hui. Elles sont plus compactes que les batteries moins chères qu'on trouve sur la concurrence. Ça a permis de garder une petite voiture. Elle fait 49 kWh utile, cette batterie sur cette version-là. C'est la grosse batterie qui est disponible sur la R5, ce qui permet, vous allez le voir, de franchir la barre des 300 km en conduite normale. Ce que j'ai adoré sur cette voiture, c'est que je la trouve plutôt confortable malgré les roues de 18 pouces. Et surtout, le châssis est une véritable référence. On a roulé dans le sud de la France, dans des routes avec des zigs et des zags. Et franchement, on se fait vraiment plaisir au volant. On en arrive d'ailleurs à réclamer plus de puissance. Là, on passe quand même de 0 à 100 en 8 secondes. C'est pas mal, ça accélère bien. Mais on aimerait en avoir plus. Et d'ailleurs, il y a la version, comme je vous l'ai dit, Alpine. Alors, est-ce que la version Alpine a convaincu? Ça, vous le saurez bientôt, puisque ce sera un essai bientôt. Cette R5 électrique, elle brille aussi en ville, grâce à son gabarit réduit, à un diamètre de braquage de seulement 10,80 m. Et puis, consommation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Dans l'Estérel, en taquinant un peu la bestiole, j'ai fait 14,9 kWh au 100 km de moyenne, donc 320 km en conduite normale. 400 km en agglomération. D'ailleurs, l'autonomie en cycle WLTP est de 410 kW. Pour la recharge, on a du 11 kW en courant alternatif et du 100 kW en courant continu. C'est tout à fait classique dans la catégorie, mais ce qui l'est moins, c'est qu'on a deux fonctionnalités, le V2L et le V2G. Qu'est-ce que c'est que ça? D'un côté, vous pouvez brancher vos appareils, votre machine à laver, votre four à micro-ondes sur la voiture jusqu'à 3700 watts, et de l'autre côté, vous pouvez redonner de l'énergie au réseau pendant les pics de consommation, par exemple, et vous faire un petit peu d'argent de poche. Alors, puisqu'on parle d'argent, il faut en arriver là quand même. La version iconique, très bien équipée, est vendue à un tarif qu'on peut trouver un peu élevé, 35 490 €. C'est ce que disait Nicolas juste avant. C'est vrai que c'est nettement plus cher qu'une Renault Clio équivalente en termes de performance, qui sera finalement plus polyvalente. Mais là, vous avez en plus du Made in France, ce qui n'est pas forcément le cas de la Clio. Et vous avez encore un petit bonus. Vous avez 2000 € désormais qui vous sont accordés. Et il y a surtout deux versions moins chères qui vont arriver en 2025. Ça, on en reparlera, avec des moteurs un peu moins puissants. Mais moi, pourquoi je l'ai choisi, cette voiture? Parce que pour moi, c'est l'électrique qui va dans le bon sens. Voilà. Mais on en revient, mais ça va être le sujet juste après. Est-ce que vouloir du 100% électrique, c'est une bonne chose? La réponse, c'est non, même si pour moi, la voiture de l'année est une voiture électrique. Voilà, donc vous l'avez annoncé, on va en parler avec un journaliste vraiment qu'on connaît bien, mais vraiment un des meilleurs journalistes auto de France, de la Terre et de l'univers. Allez, vous êtes avec nous sur Sud Radio, merci beaucoup de nous suivre dans On parle auto jusqu'à midi. Beaucoup de sujets qui vont revenir d'ici là. D'ailleurs, pour tout ce qui s'est passé en 2024, vous avez envie de réagir vous aussi sur un top ou un flop que vous avez vécu sur l'automobile, ou sur les lois de l'automobile, ou sur les lois de la route. Vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez dès maintenant au 0826 300 300, ou vous nous envoyez un mail, jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans votre mail, bien sûr, ou vous réagissez d'ailleurs, comme vous êtes nombreux, sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, On parle auto.
et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on est en train de faire un peu l'état des lieux de ce qui s'est passé en 2024 sur nos routes, quelles que soient, que ce soit les voitures elles-mêmes ou que ce soit bien sûr la politique de la route ou les changements, les radars, les ZFE, etc. Et là, eh bien, vous avez eu envie, l'ami Jean-Luc, de parler du marché du véhicule électrique parce qu'il semblerait qu'il soit en panne en Europe. Alors, est-ce vrai, oui ou non? Alors, on a plusieurs sons de cloche. On a des gens qui disent c'est une catastrophe. Voilà, vous savez, ceux qui ont peur du changement disent c'est une catastrophe. Et puis on a d'autres qui disent non, ça va très bien. Alors moi, vous savez, les excès d'optimisme ou de pessimisme, j'aime pas trop et j'aime bien justement remettre l'église au milieu du village. On va tenter de le faire avec un marché européen des véhicules électriques qui est assez incertain, on va le dire, puisqu'il y a des pays où ça augmente nettement, comme la Grèce, Chypre, l'Irlande, la Tchéquie, qui ont enregistré des augmentations de ventes à 2 chiffres. Mais à l'inverse, certains marchés, et malheureusement c'est les plus grands, alors pas la Croatie, mais par exemple la France, l'Allemagne, il y a la Roumanie également, ont enregistré des baisses à 2 chiffres. Et pourquoi ces baisses à 2 chiffres d'ailleurs? Alors en France et en Allemagne, ça s'explique parfaitement. En Allemagne, ça s'explique par la suppression du bonus il y a pratiquement 1 an, ce qui s'est traduit quand même par un repli du marché de 21,8%. Et en France, c'est relativement récent, mais la baisse des bonus a fait également se replier le marché de l'électrique. Et surtout, on va mesurer ça à partir du début de l'année prochaine. Mais là, déjà au mois de novembre, on était quand même à moins 24,4%. Donc on ne peut pas considérer que c'est très positif. D'ailleurs, sur l'ensemble de l'année, on n'a pas encore les chiffres, mais on a les projections. Les chiffres, on les aura l'année prochaine. Le marché de l'électrique va être en baisse. Pour l'instant, on est à moins 5,4%. Comme je vous l'ai dit, ça s'est contracté dans les marchés principaux encore un peu plus en fin d'année. Donc, on va sans doute être aux alentours de moins 5% dans un marché automobile global. Là, je parle de toute motorisation confondue, qui est en baisse également. Il y a ça à prendre en compte. Mais le marché de l'électrique baisse plus que le marché global automobile. Mais c'est pareil dans tous les pays? Non, a priori, c'est pas complètement... Non, mais comme je vous l'ai dit, il y a des pays où l'électrique augmente et il y a des pays où l'électrique baisse. Je vous les ai donnés. Excusez-moi, j'ai pas écouté. Voilà. Bon, vous réécouterez le début en podcast si ça marche. Ah oui, tiens, une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis en ce moment avec les podcasts. C'est pas lié aux gens qui font les podcasts, c'est malheureusement la machine qui traite les podcasts qui a décidé en fin d'année de mal travailler. Donc on essaye de résoudre ça. Et j'ai pas écouté parce qu'on essaye de joindre notre invité Sylvain Esser. J'arrête pas de lui envoyer des messages pour qu'à venir il ne répond pas. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas vous écouter, l'ami Jean-Luc. Voilà. Bon, alors donc on a des marchés où ça a augmenté légèrement, on a des marchés où ça a baissé. Au global en Europe, ça aura baissé franchement à la fin de l'année. Là où ça devient encore plus problématique, c'est que pour respecter le tableau de marche initial de l'Europe, je vous rappelle, 2035, fin de vente des voitures thermiques, il aurait fallu qu'on soit en progression de 30% chaque année sur le marché de l'électrique. Si on est à moins 5 cette année, alors ceux qui défendent l'électrique disent oui, finalement, c'est pas si grave dans un marché automobile global qui est en baisse. D'accord, mais entre plus 30% et moins 5%, on voit bien que la marche, elle est très haute et que le 100% électrique en 2035, avec un tableau de marche comme celui qu'on a en ce moment, c'est inatteignable, c'est impossible. Donc il y aura une clause de revoyure en 2026, mais même avant ça, il est possible que dès l'année prochaine, les constructeurs auto arrivent à faire entendre raison à Bruxelles et qu'on revienne un petit peu sur ces décisions globales. Alors il y a, vous savez, le principal vendeur de voitures électriques en Europe, c'était Tesla, et l'américain a beaucoup reculé ces derniers temps. On était à moins 41%, c'est quand même juste énorme, mais il va y avoir également un rebond puisqu'il y a un nouveau modèle de Tesla Y qui va arriver, qui va sans doute être encore moins cher que le précédent. Ça devrait relancer un petit peu les ventes de ce côté-là. Enfin, on va parler
d'un marché là où les chiffres sont faciles à retenir. Vous savez, il y a encore quelques années, tiens, je vais en profiter pour égratigner mes petits camarades de Turbo sur M6, puisqu'on avait fait il y a 6 ans maintenant un sujet où on parlait de l'avenir de l'automobile. Est-ce que l'avenir de l'automobile sera électrique à batterie ou électrique à hydrogène? Leur vision des choses, c'était l'électrique à hydrogène. J'avais dit... Ok, chacun a ses arguments. Pour moi, l'hydrogène, c'est stupide. Mais on en parle dans 5 ans. On fait le bilan dans 5 ans. Bon, ça fait 6 ans, on n'a toujours pas fait le bilan. Je pense qu'ils ont peur de reconnaître qu'ils avaient largement tort. Mais vous allez voir que les chiffres de cette année... Là, il n'y a pas de discussion. Vous savez, Laurence, combien il s'est vendu, je parle vendu, de voitures électriques cette année en France? Absolument pas. C'est un chiffre qui est facile à retenir. C'est inférieur à 1. 0. Il s'est vendu 0 voitures à hydrogène. Alors vous allez me dire, si on regarde les immatriculations, je crois qu'on est à 524 véhicules immatriculés. Vous me dire, si, il s'est vendu 524 voitures. Non, il ne s'est pas vendu 524 voitures. Toyota en a immatriculé 500 pour les Jeux Olympiques et il y a 24 voitures qui ont été immatriculées par les constructeurs en France qui servent de véhicules de presse, de véhicules d'essai, de véhicules de démonstration. Donc vente aux particuliers de voitures à hydrogène cette année en France, 0. Voilà, superbe marché. Donc quand on se pose la question de savoir si l'avenir sera fait de véhicules à hydrogène ou de véhicules électriques à batterie, bon, on a la réponse très clairement. La voiture à hydrogène la moins chère vendue en France, elle est au-dessus de 74 000 €. Et puis il y a quelque chose dont on parle jamais, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais il y a des taxis à hydrogène qui roulent, ils trouvent que ça marche très bien ». On a déjà posé la vraie question aux conducteurs des taxis, qui vont sans doute pas vous dire exactement la même chose. Et puis surtout, les sociétés de taxi en région parisienne, il y a Hype qui utilise des véhicules à hydrogène. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'une pile à combustible a une durée de vie limitée et que jusqu'à présent, ces piles à combustible qui valent entre, pour les moins chers, entre 30 000 et jusqu'à 50 000 €, donc c'est pratiquement 2/3, entre la moitié et 2/3 du prix de la voiture, sont remplacés gratuitement par les constructeurs. Donc vous imaginez pas un particulier qui va, au bout de 100 000 km, est obligé de remplacer une pièce qui vaut la moitié du prix de la voiture. Non. C'est pas possible. Non. Donc le marché de l'hydrogène, et puis il y a tout un tas de problèmes avec l'hydrogène, en particulier au niveau de la production, de la distribution, etc., qui sont insolubles. Donc pour l'automobile, c'est une fausse bonne idée. C'est même une fausse bonne idée pour les utilitaires. C'est même une fausse bonne idée pour les trains. J'irais même jusque là, parce que les Allemands ont fait marche arrière également en matière de trains à hydrogène. Je vous parle pas des bus où les municipalités qui sont passées avec des bus à hydrogène se rendent compte que ça leur coûte les yeux de la tête et que finalement, écologiquement, c'est pas la solution. Bon, très bien. En tout cas, on a fait un gros... Vous avez fait tout seul, puisque moi j'ai géré autre chose en attendant. Donc Laurence réécoutera le début de la chronique pour savoir quels sont les pays où ça monte et quels sont les pays où ça descend. Est-ce qu'on a réussi à avoir Sylvain Resser? Eh bien voilà, donc là maintenant vous allez vous laisser faire complètement, vous allez me faire confiance, puisqu'on n'arrive pas à voir Sylvain. Donc j'ai pris une autre décision. Vous êtes nombreux à nous faire part de vos réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Je vais avoir un petit échange. Et puis on a eu ce qu'on appelle un appel, puisque vous savez que cette émission est la vôtre, au 0826 300 300. Donc voilà, ça, on va y aller comme ça, sans préparation, parce qu'on est des vrais pros. Et on va tout de suite accueillir Sébastien au 0826 300 300 qui a une histoire à nous raconter. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonsoir, bonjour. Ah oui, bonjour. Bonsoir, vous exagérez vous avez un fini peu, la fête quand, vous? Vous avez passé un bon Noël? Oui, parfait. Alors, expliquez-nous, on va être très honnête, vous nous avez appelé comme beaucoup le font de façon extrêmement spontanée, donc on n'a pas du tout eu le temps de préparer votre dossier. On vous écoute. D'accord. Alors, j'ai passé commande d'un véhicule auprès d'un mandataire fin octobre. Le délai de livraison était prévu pour 14 semaines. Et j'ai été contacté jeudi dernier par le concessionnaire m'indiquant que mon véhicule était livré, et alors qu'il était prévu pour la mi-février. Ok. Alors attendez. Et donc il a été livré plus tôt? Exactement, oui. Et moi j'avais bien précisé à la base que je voulais mon véhicule pour la mi-février, pas avant. Oui, mais alors, on peut. Oui, non, mais oui. Oui, parce que votre voiture va être immatriculée là sur 2024, alors que vous vouliez qu'elle soit immatriculée sur 2025. Voilà.
Ouais, sauf que ça arrange pas le concessionnaire l'immatriculer sur 2025 parce que ça rentre, ça rentre pas dans ses objectifs. Mais là, ce que vous pouvez réclamer, c'est ce qui va vous gêner, c'est vous en tout cas, c'est à la fois alors aujourd'hui les prix des voitures, parce que vous allez me dire ouais, la cote Argus elle va être de 2024 au lieu de 2025. Franchement, ça joue pas. Si vous faites le calcul, vous verrez que à quelques dizaines d'euros près, ça change rien. Ce qui va changer, c'est que la garantie démarre à partir du moment où le véhicule est immatriculé. Donc il faut juste que vous demandiez qu'on vous prolonge la garantie de 2 mois. Mais on peut refuser un véhicule si il est livré après la période qui était prévu, hein. Donc autant s'il arrive avant, c'est dur de dire bah non, j'en veux pas puisqu'il arrive. Avant. Si Sébastien il s'est organisé, qu'il a toujours sa voiture qui est toujours pas vendue, vous prenez livraison, vous prenez. Et puis financièrement aussi, moi j'ai pas du tout actuellement. Là, j'ai pas le budget. Ah, vous avez pas le budget actuellement, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui coince. Bah oui. Ah ouais. On est dans la réalité. Et qu'est-ce qui vous en avez discuté avec le concessionnaire? Il vous propose quoi? Le concessionnaire me dit que au niveau du mandataire, eux, ils n'ont pas eu l'information comme quoi je voulais le véhicule pour la mi-février. Et de l'autre côté, le mandataire me dit bah non, c'est comme ça et puis point. Voilà. Attendez, le mandataire vous dit c'est comme ça puis point. Non. C'est ça. Ouais. Bah, c'est quoi comme mandataire? C'est un mandataire connu? C'est Club Auto. Je les connais pas. Donc, Club Auto je crois dans le 16e, il semble. Alors, vous dites que vous ne pouvez pas prendre livraison. Vous pouvez pas prendre livraison de la voiture avant le mois de février pour X raisons. Je veux dire, à la limite, ça regarde pas le concessionnaire. Et vous prenez livraison à ce moment-là. Il va vous garder votre voiture. Alors lui, peut-être que ça l'arrange pas. Bon, elle va être immatriculée, donc elle va rentrer dans ses quotas pour cette année. Mais bon, il va pas. Vous avez versé combien? Moi, j'ai versé 10%. J'ai versé 10% du prix catalogue. Ouais. Bon, de toute façon. 2700. Ouais, non, mais vous êtes obligé de prendre livraison de la voiture, sinon vous allez perdre vos 10%. C'est un peu bête, hein. Ah bon? Oui, parce que si la voiture arrive avant, vous pouvez pas dire j'annule la vente. C'est si au bout de 6. Ouais, mais du coup, là effectivement, vous pouvez pas la payer avant le mois de février. Bon, si votre concessionnaire il est pas idiot, vous lui expliquez ça clairement. Vous dites voilà, moi j'avais prévu la voiture en février, je peux pas la stationner aujourd'hui, j'ai pas vendu l'autre, donc j'ai pas le budget pour payer la nouvelle. Donc vous me la livrez quand elle était prévue en février. Voilà, c'est tout. Vous savez, les concessionnaires aujourd'hui, ils servent de banquiers à l'État parce que c'est eux qui avancent les primes, les trucs, les machins. Donc votre concessionnaire, il peut faire cet effort-là. Sinon, vous allez perdre vos 10%. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il serait pas mieux sinon que je voie avec le concessionnaire pour qu'il me récupère la voiture, qu'il la mette en vente à l'occasion, et puis moi derrière, ouh là là. Oh, ça devient compliqué là. Ou il peut vous reprendre votre ancienne voiture? Ouais. Vous avez l'ancienne, c'est une Clio 3. Donc. D'accord. Ah, vous parlez de celle-là pour la remettre en occasion? Non, la nouvelle. Ah bah non. Ah, la nouvelle. Bah non. Dans ce cas-là. Ah bah non. Il va pas vous mettre la nouvelle en occasion. Il va pas l'immatriculer à son nom. Non, en plus, elle est immatriculée à votre nom, sans doute, hein, la voiture. Ah bah alors, un truc que je ne comprends pas. Moi, au concessionnaire, je n'ai rien payé du tout. Hein. Je comprends. Donc moi, je sais pas comment ils peuvent faire pour immatriculer un véhicule que je n'ai pas payé intégralement. Ouais. Alors vous avez les 10%, vous les avez donnés à qui? Au mandataire. Ah, en fait, vous êtes passé par un mandataire pour acheter une voiture neuve. Le concessionnaire vous appelle en disant j'ai le véhicule que le mandataire a commandé. C'est ça? Voilà, oui. Et après, le concessionnaire m'a dit qu'ils n'ont pas eu d'informations comme quoi je voulais le véhicule pour février. Est-ce qu'il faut déjà remettre il faut absolument aller voir le concessionnaire et négocier ça avec lui. Moi, ce que j'ai compris. Parce que si le mandataire, j'ai bien compris, le mandataire, il dit ouais, mais bon, écoutez, moi, ça me regarde pas. Ouais, et puis d'un autre côté, le constructeur dit que je suis passé par un mandataire, donc c'est à moi de voir avec eux pour une remise commerciale et ce genre de choses. Quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? En général, les gens se plaignent, hein, comme je vous disais, quand les voitures arrivent en retard, mais pas quand elles arrivent en avance. Mais dans votre cas, je comprends, mais je comprends. Et vous comprends bien. Vous avez un ancien véhicule? Oui, une Clio 3, le 2008. D'accord. Que je conserve.
que vous conservez, c'est-à-dire c'est pas pour remplacer. D'accord, c'est pas pour remplacer ce véhicule-là que vous avez acheté une nouvelle voiture. Je vais le garder mais qui sera à part, quoi. Alors attendez, parce qu'il y a autre chose qui sonne de votre côté. Non, moi ce que je vous propose, Sébastien, c'est d'abord d'aller voir votre mandataire, de lui dire je suis désolé. Non, mais le mandataire, il a fermé la porte. Il a dit écoutez, moi ça me regarde pas. C'est ça que je comprends pas. Bah oui, c'est ça qui est dingue. Le mandataire, il m'a dit si vous prenez pas le véhicule, bah vous perdez. Oui, vous perdez, oui, mais ça. Là, voilà. il a raison sur ça. Il a raison sur ça. Maintenant, le mandataire. Alors, le concessionnaire. Il ne respecte pas le mandat, quoi. C'est tout. Le mandat, c'était 14 semaines. Donc 14 semaines, c'est mi-février. C'est pas fin décembre. Ouais. Alors là, je vous avoue que... Ah oui, mais il se dépêche d'immatriculer les véhicules. Oui, mais je comprends bien. Voilà. Et puis... leur histoire, ça me regarde pas. Moi. Et c'est quoi comme motorisation que vous avez sur cette voiture ? Sur la Clio 3 ou la nouvelle ? La nouvelle, c'est quoi la nouvelle ? La nouvelle, c'est une Clio 5 hybride. Clio 5 hybride, d'accord. Ouais. Donc vous n'avez pas de malus à payer de toute façon sur la voiture. Rien du tout, ça d'accord. Ouais. Non, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il vous faisait une fleur en disant si le malus augmente à partir de janvier, je vous l'immatricule avant, comme ça vous payez pas l'augmentation de malus. Mais là, quand j'ai eu le concessionnaire jeudi, il m'a parlé de l'augmentation de la carte grise, sauf que pour l'Île-de-France, ça bouge pas. Ça vient augmenter en février, je crois, il me semble. Donc, Bah là, nous, leurs arguments sont pas valables pour moi. Pour moi, la seule porte de sortie, c'est de négocier, c'est d'aller voir le concessionnaire, lui expliquer réellement ce qui se passe. Lui dire voilà, j'ai pas les sous, moi j'attendais la voiture en février, j'ai pas l'argent, je suis désolé, je la veux cette voiture. Est-ce que vous pouvez me la garder ? Je vous la paye en février. Bon, et c'est pas en juin. Non, c'est dans un mois et demi. C'est dans un mois et demi. Simplement que le terme soit que le contrat soit respecté. Alors ça, après, malheureusement, ça va être à vous de voir ça avec le concessionnaire, et même le mandataire, il pourrait faire un effort aussi là-dessus, et puis... Pas très sérieux. C'est pas très sérieux tout ça. Ouais. Bon, désolé, malheureusement, on arrive sur le retour de l'info et de la pub. En tout cas, vous avez bien fait de nous appeler. Malheureusement, on n'a pas pu vous aider beaucoup sur ce coup-là, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ce type de choses. Et oui, en général, quand les voitures arrivent plus tôt, c'est plutôt une bonne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sébastien, passez une très belle fête de fin d'année quand même, et puis faites valoir vos droits auprès des deux. Voilà. Ressortez le contrat. On vous embrasse et passez une belle fin de semaine quand même, une belle fin d'année quand même. Salut Sébastien. Allez, à suivre le retour de l'info, et puis on continuera évidemment sur l'année 2024 pour cette dernière émission de l'année pour On Parle Auto. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, On Parle Auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous l'avez compris, si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, c'est un peu on fait un bilan de l'année 2024 sur beaucoup de sujets. Ce sera le cas également pour cette seconde heure où l'on va parler entre autres des pneus et de ce qui s'est passé sur les grandes tendances du pneu en 2024, par exemple, l'ami Jean-Luc. Pas que ça, voilà, avec pas le que micro ça. allumé, Ça sera beaucoup mieux. On fera une petite rétrospective véhicules classiques avec la Fédération française des véhicules d'époque. On parlera de ce programme Ville et Village d'accueil des véhicules d'époque qui a bien marché. Vous verrez, on parlera aussi de l'amicale parlementaire des véhicules d'époque, des ZFE, des certificats FFVE. Ouais. Et puis on aura les tops et les flops de Nicolas Laperruque tout à l'heure. Et je pense journaliste. que son top vous plaira. Ouais, je l'aime bien. Et je puis sais déjà ce que c'est. Le flop va plaire aussi à beaucoup de gens. Et puis on recevra aussi Jean-Luc Moreau qui nous parlera de son top et ses flops pour... Ah bon ? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui, d'ailleurs. Ça me fait plaisir. 2024. Et puis, vous n'hésitez pas à vous continuer. J'essaierai de vous faire un peu de place aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur la page Facebook. On a eu beaucoup de questions par rapport à ces ZFE. On a une personne qui demandait, voilà, moi, j'ai une 106, une vieille 106 de 95. C'est Camille qui disait ça. Est-ce que je vais pouvoir rouler dans mes ZFE? Enfin, je suis obligée d'aller travailler un peu sur sur Bordeaux et ses environs. Comment je vais m'en sortir? Voilà. Donc, vous êtes nombreux aussi à nous poser des questions. Vous n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va parler pneus, même si ça dérape un peu en ce début d'émission quand même. Ça glisse. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, On Parle Auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Monsieur Pneu, Dominique Stemfel, président du syndicat du pneu sur Sud Radio. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bon, Dominique, si on regarde, émission flashback, donc on se retourne, on va regarder un petit peu en arrière. En matière de pneumatiques, on a parlé de pas mal de choses cette année, mais principalement de 2 choses. Alors d'une part, le marché des pneus 4 saisons qui est en pleine progression, ça représente quoi d'ailleurs aujourd'hui les pneus 4 saisons ? Alors ça c'est vraiment un top, hein. Les pneus 4 saisons sont vraiment plébiscités par les automobilistes. Il s'en est vendu 13 millions en 2024 à environ 3,5 millions d'automobilistes, et ça représente aujourd'hui un tiers des ventes de pneus. Donc ça c'est vraiment un top, et ça fonctionne vraiment très très bien. Les automobilistes, dans leur grande majorité, ont bien compris que ce pneu-là leur permettait de circuler partout en France, quelles que soient les conditions météorologiques, et sans se soucier de devoir remplacer ses pneus à un moment ou à un autre. D'accord. Bon, alors, en parallèle de cette progression des pneus 4 saisons, il y a cette fameuse loi montagne qui est déjà là depuis... elle est arrivée quand ça fait? C'est la 3e année, non? Oui, c'est la 4e année. 4e année, ça passe vite, hein. 4e année. Alors on peut mettre ça, moi je mettrais ça à mi-chemin des tops et des flops. Hein. Top parce que c'est vrai qu'on va responsabiliser certains automobilistes, parce qu'il y a toujours, il y a toujours, on va dire le mot, il y a toujours des crétins qui pensent que eux ils vont pouvoir faire mieux que tout le monde et arriver à grimper un col dans la neige et ils bloquent tout le monde. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine? Oui. Pour les montées en montagne. Exactement. Où de nouveau il y a des gens qui étaient sur les bas-côtés. Bien sûr. Et en même temps c'est un flop, puisque en fait on met une loi mais on verbalise pas. Il n'y a pas de sanction si on ne la respecte pas. C'est un peu idiot quand même. Alors c'est carrément un flop, dans la mesure où il y a quelques récalcitrants qui se sont pas équipés. On a vu qu'ils gênaient la circulation, et malheureusement ils pénalisaient ceux qui se sont équipés. Donc il y a des automobilistes qui ont un comportement qui n'est pas du tout citoyen, et donc qui s'exonèrent des lois, quitte à déranger d'autres automobilistes, voire à créer des accidents. Hein. Ça peut être encore plus grave. Oui, et puis bon, alors il y a un certain flou qui est entretenu par le manque de professionnalisme de certains journalistes qui donnent des informations pas forcément justes, et ça perturbe pas mal de monde. Alors là, on va être obligé encore de dénoncer. Allez-y, donnez des noms. Tout à l'heure, j'ai déjà taillé, hein, donc vous pouvez y aller, Dominique. En fait, oui. Alors, c'est vraiment un gros flop journalistique, dans la mesure où, sur une émission automobile réputée... Alors, moi, Turbo sur M6, moi, j'ose le dire. Alors moi, je vais pas citer, j'adore cette émission parce que j'ai rencontré il y a très longtemps un certain Jean-Luc Moreau. Alors c'est une très très belle émission. Malheureusement, il y a un commentateur qui est passé complètement à côté de la plaque, en disant que les pneus 4 saisons, et en titrant les pneus 4 saisons, c'est terminé. Alors le problème, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un grand nombre d'utilisateurs qui en ont acheté. Il y a aussi un grand nombre d'auditeurs devant cette émission, et ça a créé un raz-de-marée vers les revendeurs de pneus qui ont été interpellés par leurs clients, qui ont demandé des explications, alors parfois gentiment, mais parfois de façon très agressive, en les accusant par exemple d'être des escrocs. Ouais. Donc le présentateur, il écoute probablement pas Parlons Pneus, Parlons Bien, et il a donné une mauvaise information en grattant un peu. On s'est aperçu qu'il avait confondu M+S et 4 saisons. Ouais. Donc je rétablis la vérité pour rassurer tout le monde. Depuis le 1er novembre 2024, les pneus marqués uniquement M+S ne sont plus considérés comme des pneus hiver conformes à la loi montagne. Ils ne sont pas pour autant interdits à la circulation. Alors, ils ne sont pas interdits, mais il faut les considérer comme étant des pneus été. D'accord. Voilà. Et pour être conforme à la loi montagne, les pneus doivent comporter un logo appelé 3 PMSF. Donc, c'est une petite montagne à 3 pics qui contient un flocon de neige. Pour recevoir ce logo, les pneumatiques doivent subir des tests normés dont les résultats indiquent qu'ils sont adaptés à un usage en conditions hivernales. Ce qui n'est pas le cas des pneus marqués uniquement L+S. Et on trouve ce logo sur les pneus hiver et sur les pneus toute saison, 4 saisons, all weather, all season. Donc je rassure donc les auditeurs, ils sont tout à fait autorisés, tout comme ceux d'ailleurs qui portent les 2 logos, 3 PMSF et M+S. Donc ils ne sont pas interdits du tout, ni terminés, comme l'a dit ce présentateur. Voilà, bon. Ce qu'on aimerait bien qu'il soit terminé, mais malheureusement je pense que c'est plutôt le début, c'est l'invasion des pneus, alors j'allais dire asiatiques, c'est plus chinois même. Alors ça, c'est effectivement,
c'est effectivement un top ou un flop selon du côté où on se place. Maintenant, il faut tout de même dire que les automobilistes ont dû faire face à une augmentation très importante du prix de leurs pneus. Pour deux raisons. La première, c'est que la guerre en Ukraine a renchéri le coût des matières premières et de l'énergie. Donc les pneus ont besoin d'énergie pour être fabriqués et utilisent des matières premières pour le moment qui sont essentiellement pétro-sourcées. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que depuis ces dernières années, le parc français a muté de berlines vers des SUV. Et quand on achète un SUV, le concessionnaire, il dit pas forcément à l'utilisateur qui va payer ses pneus beaucoup plus cher parce qu'ils sont plus plus hauts, plus larges, voilà. Ouais. Absolument. Donc ça a renchéri de manière importante le coût des pneus. Ça a surpris un certain nombre d'automobilistes qui sont obligés de se reporter vers des pneus moins chers pour répondre tout simplement à leur budget. Et dans ces pneus moins chers, pour la plupart, ce sont des pneus d'origine asiatique. Là, il ne faut pas dire que tous les pneus sont mauvais. Hein. Il y en a qui sont d'excellents rapports qualité-prix. Par contre, comme l'a montré l'étude du Touring Club de Suisse, il y en a certains qui sont vraiment très mauvais, très dangereux et qui comble de malheur, s'usent 3 fois plus vite que des pneus 2 fois plus chers. Donc c'est pas forcément. Le calcul est pas bon. Ouais, c'est pas forcément un bon calcul de prendre le premier prix en matière de pneumatiques. Dominique Ça y est. Oui. Ça y est. Non, je pensais qu'il avait fait un infarctus en parlant des pneus chinois. Est-ce qu'on peut avoir un petit regard sur 2025 ? Alors sur 2025, il y a un élément qui est quand même très très important qu'il faut souligner, c'est que les grands manufacturiers travaillent d'arrache-pied pour mettre sur le marché des pneus encore plus éco-responsables. Donc on parlait tout à l'heure de matériaux pétro-sourcés, donc à l'horizon 2050, ils se sont donnés pour objectif de fabriquer des pneus sans faire appel au pétrole, donc soit avec des matériaux recyclés, soit avec des matériaux issus du règle végétale, des matériaux biosourcés. L'autre élément aussi, c'est qu'ils cherchent à limiter l'usure des pneus pour réduire l'émission de particules de microplastiques qu'on trouve dans la nature. Ça, je pense que ça va être le grand sujet 2025. On aura probablement à en reparler. Et puis, l'autre élément... c'est l'arrivée, puisque ça y est, ça commence à être monté en première monte chez certains constructeurs, de puces RFID dans les pneumatiques qui vont permettre à la fois de révolutionner la logistique du pneu, puisque ça va permettre de les suivre tout au long de leur cycle logistique, et puis également de les identifier sur le véhicule pour les suivre de manière plus simple au niveau des ateliers. Ouais. On en est où, Dominique, du recyclage des vieux pneus pour faire des nouveaux pneus ? Parce que le recyclage des pneus, on sait le faire depuis longtemps, mais il y en a beaucoup qui partent encore en cimenterie. Est-ce que petit à petit, on arrive à mettre au point un recyclage des éléments des pneumatiques pour en faire de nouveaux ? Alors quand je parlais de matériaux éco-sourcés, effectivement, ces matériaux seront issus du recyclage, de la revalorisation de pneus usés. Ça se fait pas de manière aussi simple parce qu'il faut trouver le moyen de lier les particules de pneumatiques qui ont été réduites en poudrette. Mais ça, les manufacturiers y travaillent. Ils savent faire, en tout cas, sur le plan expérimental, la question c'est de savoir comment et quand on va pouvoir le faire à l'échelle industrielle, mais en tout cas on aura demain sur nos routes des pneumatiques qui auront utilisé des déchets de vieux pneus et qui seront tout aussi performants que nos pneumatiques actuelles. Parce que ça c'est le problème, on sait progresser sur le plan l'éco-responsabilité des pneus, mais il ne faut pas nuire pour autant à leur qualité en termes de sécurité, de tenue de route, et ça c'est quand même un gros chantier pour les manufacturiers, mais ils savent faire, ils vont y arriver. Et puis il y a encore des gens qui laissent les pneus dans la campagne, on évite quoi, on va les déposer dans un garage et faut vraiment arrêter avec ça quoi. Alors ça, c'est vraiment de la stupidité totale, puisque la filière du pneu est organisée pour récupérer 100% des pneus
mis sur le marché, mais non seulement des pneus mis sur le marché, mais ceux aussi qui traînent dans les campagnes, puisqu'en fait, on a récupéré, on doit récupérer 800 000 tonnes de pneus qui sont stockés dans les fermes pour faire de ce qu'on appelle de l'ensilage, en fait, pour lester les bâches. Donc en fait, la filière est vraiment exemplaire sur ce point-là. Non seulement elle recycle les pneus qu'elle vend, mais elle recycle des pneus qui traînent au fond des garages, dans les cours de ferme et un peu partout. Donc jeter les pneus dans la nature, alors c'est d'une stupidité absolue. Mais surtout qu'il y a des déchetteries maintenant partout. Si elle pouvait récupérer les pneus qui vont se former autour de la taille après les fêtes de fin d'année, ça serait vraiment génial. On aura peut-être beaucoup de travail là. Merci Dominique. Beaucoup. Avec plaisir. Et on vous retrouve évidemment en 2025 dans Parle Auto pour ce rendez-vous. La seule émission qui parle pneus et qui a une chronique entièrement dédiée aux pneus. Parlons bien. Et ce sera donc tous les samedis. On continuera à tout vous expliquer sur le pneu et son avenir. Allez, à suivre, on va parler de la fin des subventions pour les véhicules électriques en Allemagne. Pas que, vous allez voir, on sera avec Stéphane Schlesinger et dans ses tops et ses flops, lui il est très poil à gratter. On y va. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et si vous nous rejoignez à l'instant, on vous souhaite la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. C'est une émission un peu spéciale. Aujourd'hui, on parle auto avec rétrospective 2024 et en particulier les tops et les flops. Et on va accueillir Stéphane Schlesinger qui est journaliste. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous aussi, vous êtes un peu malade ? Ça va, honnêtement ça va. Bon, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Alors, on y va. Alors, le top, il peut surprendre quand même. Le top de Stéphane Schlesinger. Le top de Stéphane, beaucoup le mettraient dans les flops. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il aime bien être poil à gratter, Stéphane. Alors, votre top, c'est quoi ? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Vraiment. Moi, mon top, c'est le fait que l'Allemagne ait décidé d'arrêter les subventions aux voitures électriques. Alors pourquoi Parce que déjà, ça assainit le marché, je trouve. Ça évite de biaiser et de faire croire que l'électrique c'est formidable et que tout le monde en achète. C'est pas le cas. Avec l'arrêt de ces subventions, le marché de l'électrique ne s'est pas effondré, mais il a quand même bien chuté. Moins 24 en Allemagne, donc c'est pas mal, hein. Oui, bon voilà, donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Non, mais le moins 24, quand je dis c'est pas mal, je suis ironique, hein. Évidemment, moins 24, c'est juste catastrophique pour le plus grand marché d'Europe en termes de véhicules électriques, hein. Et la France derrière qui lui emboîte le pas avec la diminution des bonus, c'est pareil, hein. On est. C'est très bien, parce que ça revenait à donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Donc, parce que les voitures électriques, quoi qu'on en pense, c'est cher, c'est ultra cher. Donc arrêtez de donner de l'argent à des gens qui de toute façon peuvent se les acheter. La preuve que non, puisque quand on baisse les subventions, le marché baisse également. Oui, il baisse un petit peu. Un quart, c'est quand même un petit peu. Je sais pas, si on vous baisse votre salaire d'un quart, vous n'allez pas trouver que c'est un petit peu. Non, je n'ai pas trouvé que c'est un petit peu, mais ça dépend de mon salaire. Mais non, Stéphane, ça fait quand même beaucoup. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que de toute façon, les voitures électriques aujourd'hui n'auraient été accessibles qu'à des gens qui ont un certain revenu et que le fait de leur donner des subventions supplémentaires, on ne donnait que à ces gens-là, parce que les gens qui, de toute façon, subvention ou pas subvention, n'auraient pas pu s'acheter de voiture électrique, ne se sont pas achetés de voiture électrique. Exactement. Sauf que ça marche pas sur les Springs ou ça marche pas sur ces petites voitures qui étaient quand même. La IC3 s'est vendue grâce au leasing social. Le leasing social prouve quand même que certaines personnes avec des revenus plus modestes ont désiré passer à l'électrique. Oui, parce que l'occasion fait le larron. C'était une hyper subvention, il faut reconnaître. Après, là, 13 000 euros, oui. Qui peut acheter ces voitures, honnêtement ? Pour acheter une voiture électrique, pour que ça soit vraiment viable, il faut avoir une borne de recharge chez soi. Alors, pour avoir une borne de recharge chez soi, soit il faut vivre en maison, soit il faut à la limite posséder son appartement, parce que des bornes de recharge dans des copropriétés, dans des habitations collectives, du code de locataire, il n'y en a pas beaucoup. Oui, bien sûr. Déjà, ça s'adresse à une catégorie de population qui a déjà certains moyens. 9000 immeubles équipés en France, c'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc ça s'adresse, à une partie de la population qui est
marginale et qui est nantie, si je puis dire. Ouais. Voilà. Bon, il faut alors. pouvoir s'offrir ces voitures. Ouais. Bon. Il faut pouvoir après les recharger et faire en sorte qu'elles soient rentables. D'accord. Par rapport à une voiture thermique. Après, si on est militant écolo, bon, les questions sont différentes. Oui. Mais il faut se rappeler quand même que avant la crise du Covid, je crois que le prix moyen d'une voiture neuve, toute catégorie confondue, c'était 27 000 euros. Hein. Ouais, maintenant on est à 34 et des brouettes. Hein, donc Alors le paradoxe, c'est que les voitures thermiques, le prix des voitures thermiques a augmenté plus vite que le prix des voitures électriques. Le prix des voitures électriques, finalement, il se stabilise. Il va même peut-être légèrement baisser, alors que le prix des voitures thermiques continue à augmenter. Mais on nous vend tout un tas de choses dont on n'a pas besoin. Quand vous achetez une voiture aujourd'hui thermique avec 26 aides à la conduite, dont les 3/4 ne servent à rien, voire même sont dangereuses, bon, ça, malheureusement, vous les payez. Donc le renchérissement du prix des voitures, il est lié aussi à cette espèce de fuite en avant sécuritaire qui parfois est contre-productive même. Hein. Et il n'y a pas que ça, c'est lié aussi au fait que on passe son temps, enfin la Commission européenne passe son temps à durcir les règlements anti-CO2. Donc, ce qui oblige les constructeurs à recourir à des technologies de dépollution, voire à une électrification des moteurs pour avoir le droit de vendre des voitures. Et tout ça, ça coûte très cher. Alors, comme on a dit qu'on était très poil à gratter avec Stéphane Schlesinger, votre flop à vous, c'est mon top à moi. Alors, on va essayer de s'expliquer. Et après, j'ai une surprise pour l'ami Jean-Luc. Ah bon. Alors, mon flop à moi, bon, je vais être... Effectivement, c'est très pour la gratter, mais vous vous rappelez que la dernière fois qu'on s'est eu en ligne, j'ai dit que j'aimais pas trop la Porsche 911, ce qui vous a fait bondir, je me rappelle. Ben oui, la 911 Turbo même, enfin, ou la 911 tout court même, c'est vrai. Voilà. Je vais continuer dans la même veine. Je suis pas fan du design de la nouvelle Renault 5 E-Tech. Mais ça, c'est très personnel, c'est très subjectif en fait, non ? Bon, alors, ça c'est le premier point. Donc, moi, je la trouve chargée, je trouve qu'elle fait gadget. Ça me plaît pas, même si je reconnais qu'aux gens dans la rue, elle fait un bel effet. Hein, franchement, elle est très populaire. Ensuite, comment dire, je la trouve très chère, cette voiture. Alors, ça, sur ce point-là, on est d'accord. Par rapport à l'annonce initiale de Renault de la voiture électrique à 25 000 euros, pour l'instant, on en est très loin. C'est 10 000 euros de plus pour la version qu'on a essayée aujourd'hui. Mais les prix vont baisser avec la baisse de la puissance et puis des batteries plus petites. Donc, on va arriver pas loin des 25 000 euros, finalement. Oui, puis on ne pourra pas la charger sur une borne publique, donc ça sera super. Oui, alors c'est vrai que ce que vous dites, je suis assez d'accord avec Stéphane Schlesinger, c'est que la borne particulière de la nouvelle R5, elle est propre à la R5. Point barre. C'est-à-dire que tu ne pourras pas... Non, mais on peut charger une R5 sur n'importe quelle borne. Oui, on ne peut pas avoir le V2L ou le V2G. Ouais. Attends, écoute... La moins chère, qui sera vendue dans quelques mois, elle n'aura pas de chargeur rapide. Elle n'a pas de chargeur rapide, on est d'accord. Elle n'a pas la charge. Oui, tu vois, c'est assez particulier. Mais en tout cas, voilà. Tiens, j'ai une petite surprise. Allons bon. On a Sylvain Resser qui est avec nous. Sylvain. Bon, Sylvain. Ah mince, alors on avait réussi à le choper parce qu'en fait il était en Italie. Donc on a réussi à le choper et enfin à l'avoir parce qu'en fait c'était un problème de réseau avec l'Italie, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à l'avoir. Bon ben on va laisser tomber Sylvain. Hein. Ouais. Ou alors si vraiment il arrive maintenant, mais ça va être mon flop de la matinée moi. Ah Sylvain, on vous a retrouvé. Oui, pardon. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, on a décidé qu'on se disait tout. On a décidé qu'on se disait tout. Donc c'est pas que à cause du réseau italien qu'on n'a pas réussi à vous joindre. Hein. Non mais je suis sur un engin de folie. C'est quoi du côté de l'Italie, je suis sur un moonbike. C'est quoi un moonbike? Non, je sais pas. Eh ben, c'est un espèce de vélo électrique avec une chenille à l'arrière, comme une motoneige, et à l'avant on a un patin de ski. Ah ouais. Et donc c'est électrique. C'est électrique, ça fait pas de bruit et c'est formidable. Bon, rapidement, Sylvain. Dans la poudreuse, c'est formidable. Bon, rapidement, parce que malheureusement, le temps nous est compté, surtout le vôtre, hein, puisque vous n'étiez pas là à l'heure. Bam, comment je balance. Quel est votre top et quel est votre flop pour l'année 2024, Sylvain Resser, grand journaliste automobile pour Le Figaro sur Sud Radio? Alors moi, mon top, c'est la saison de Formule 1, parce que même si Max Verstappen a gagné le championnat, il n'y a pas eu une domination comme on avait connu en 2023. La preuve, c'est que les victoires ont été très, très disputées entre Red Bull, McLaren et Ferrari. Il y a eu 7 vainqueurs différents, c'est ça, cette année, ce qui n'était pas arrivé depuis des années et des années. Voilà, et on a retrouvé les grandes heures de la Formule 1. Et la preuve, McLaren, le monde des constructeurs, jusqu'à avec Ferrari.
Ah ben on vous entend mal on vous sur entend votre plus, planète italienne, extérieure au système solaire. Là. Sylvain? Est-ce que vous entendez? Ah, ça y est. Non, ça coupe, Sylvain, malheureusement. On aura essayé de vous avoir quand même pour la dernière de l'année. Bah écoutez, on vous aura peut-être pour la première de l'année prochaine. Il va être puni. En attendant, là. on est toujours avec Stéphane. Bon, alors on n'est pas d'accord avec Stéphane sur la R5, voilà. C'est pas la première fois, c'est ça que j'aime bien en fait. Et puis c'est pas grave. non, en plus c'est pas grave. Bon, est-ce que vous... Ah oui, question que j'avais posée à Nicolas Meunier, vous avez eu du mal à trouver des tops et des flops ou alors... Enfin surtout des tops, parce que les flops, c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns cette année pour être honnête. Nicolas, je le connais, il n'a pas mal à trouver des flops. Bon... Mais je précise que Nicolas n'a pas dit qu'en top, il avait trouvé que les véhicules sans permis avaient progressé. Pour une fois, on a échappé à ça. On a échappé à la BX aussi. Il a évolué, tiens, je n'aurais pas cru. Non, c'était relativement aisé. En fait, le problème, c'était de faire le tri, surtout. Le tri entre les flops et les tops, ça a été un peu compliqué. Mais pour en revenir à la Renault 5, dont je n'ai pas fini de dire du bien, je trouve qu'elle est... C'est ça que j'ai essayé, j'ai trouvé qu'elle était très très ferme en suspension. Ah oui, alors que moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal en suspension. Ah, vous êtes vraiment jamais d'accord tous les deux, j'adore. Alors, il faut quand même signaler que cette Renault 5, je l'ai essayée en compagnie d'une vraie Renault 5 de 1975. Ah, qui est très souple. La comparaison entre les deux en matière de confort est terrifiante pour la nouvelle. Ah oui, non mais ça on est d'accord, c'est un peu chewing-gum la R5 de l'époque. Oui, mais d'un autre côté, quand on roule pas vite sur des routes défoncées, ce qui est quand même fréquent en France, c'est très adapté en fait. J'aime beaucoup votre humeur, Stéphane. Bon. Ce n'est qu'une stricte représentation de la réalité. Bon, merci Stéphane Schlesinger. On aura terminé sur... On a bien compris que vous n'étiez pas un grand fan de la R5 e-tech. Non. Merci beaucoup. Cela dit, je dirais pas de mal. mais en tout cas, vous savez qu'en France, on a le droit de parole libre, donc ça c'est bien. Et surtout sur Sud Radio où on parle vrai également. Allez, dans quelques instants, on va parler de Classic Car et des rétrospectives 2024 de ce qu'a fait la Fédération française des véhicules d'époque. Nous serons avec Jean-Louis Blanc. Et puis juste après, on va parler avec un autre journaliste, Nicolas Laperruque, de son top de l'année et de ses flops de l'année 2024. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va parler Classic Car évidemment avec l'ami Jean-Luc, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées en 2024. Alors pour être très honnête avec vous, nous essayons de joindre Jean-Louis, mais nous n'arrivons pas à l'avoir. On ne sait pas ce qui se passe ce matin. Président de la FFVE, Jean-Louis Blanc. Peut-être qu'il est bloqué justement dans la neige, Jean-Louis Blanc. En Italie aussi avec l'ami Sylvain Resser. Non mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Allez, c'est pas grave. C'est le problème d'être en direct en fait entre les fêtes nous on l'assume. De Noël et du Nouvel An. Avant la fin de l'émission, restez avec nous parce qu'on parlera aussi normalement, si on arrive à le joindre, des tops et des flops 2024 de Nicolas Laperruque qui est un journaliste, mais aussi des tops et des flops d'un autre journaliste qu'on connaît bien ici, Jean-Luc Moreau. Voilà. On est sûr qu'il sera là. Et vous pouvez vous aussi nous mettre vos tops et vos flops ou vos réactions sur la page Facebook de Sud Radio ou en appelant Zach au 0800 26 300 300. Alors, on va commencer par les programmes Ville et Village. Oui, Ville et Village d'accueil des véhicules d'époque, ça a démarré fin 2023. C'est un programme qui a été lancé par la Fédération française des véhicules d'époque qui a très très bien marché parce qu'il comptait, il y avait 100 communes qui comptaient mettre dans ce programme et en fait il y en a eu 169. Alors c'est quoi? Eh bien simplement c'est des communes qui sont heureuses d'accueillir les véhicules d'époque, qui mettent à disposition des endroits pour stationner. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Il y a une petite ville en banlieue parisienne où j'ai grandi, qui s'appelle la Garenne-Colombe, et le maire a décidé de mettre la halle qui sert pour le marché, qui est une halle couverte, à disposition d'un club qui organise un rassemblement tous les mois de véhicules d'époque. Et on accueille favorablement, il y a des gens qui sont dédiés dans les mairies à l'accueil des clubs qui veulent organiser des événements dans ces villes-là. Donc ça, c'est bien. Vous êtes bienvenus, on aime les véhicules anciens, on protège le patrimoine, et en fait ce programme a beaucoup de succès. C'est pas le seul programme qui a la Fédération française des véhicules d'époque a beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est modernisé, en particulier sur les certificats, on en a parlé il y a pas très longtemps. Vous savez, quand vous voulez passer un véhicule qui a plus de 30 ans,
qui est encore en état d'origine, en carte, ce qu'on appelle carte grise de collection. En fait, on devrait dire certificat d'immatriculation portant la mention véhicule de collection. Attention, Camille Inari sur Facebook, cela vous concerne. Voilà. Aujourd'hui, il faut soit demander au constructeur une attestation de conformité du véhicule, ce qui est un peu lourd et souvent payant auprès du constructeur relativement cher, soit demander à la Fédération française des véhicules d'époque effectivement une attestation qui vous permettra après de l'organisme officiel qui délivre les cartes grises, d'avoir cette fameuse carte grise avec la mention véhicule de collection. Ça a beaucoup progressé, les délais sont raccourcis, je crois qu'on est à 15 jours maintenant. On a vu qu'il y avait encore des gens qui faisaient des erreurs, on n'en a pas parlé, on a parlé il y a une semaine ou 15 jours, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous essayerez d'écouter le podcast si vous arrivez à le trouver dans l'ordre pour ça, mais bon, ça a bien progressé sur ça. On a aussi une amicale parlementaire des véhicules d'époque. Alors on rappelle ce que c'est là, parce que c'est quand même très sympa. C'est à la fois des sénateurs et des députés qui se sont réunis pour dire on va travailler tous ensemble pour arriver à avoir un cadre légal sur les véhicules d'époque qui va être un petit peu plus construit que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Bon. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu quelques bouleversements au niveau parlementaire ces derniers temps, donc ça a été un petit peu chahuté, mais ça existe toujours, donc on espère qu'ils vont pouvoir recommencer à travailler en début d'année prochaine, et en particulier dans les dossiers, il y a le fameux dossier des ZFE. Alors, les voitures en carte grise de collection ont un statut particulier dans certaines ZFE, elles ont le droit de circuler même en n'ayant pas de vignettes critères, mais le gros problème, c'est que en France, les ZFE, vous savez que chacun fait un peu ce qu'il veut. Oui, c'est ça. Donc il faudrait uniformiser ça. C'est un des chantiers auxquels s'attaque au moins la Fédération française des véhicules d'époque pour les véhicules en carte grise de collection, c'est-à-dire que les règles soient pas différentes d'une ville à l'autre. Et on en parlera sans doute dans les perspectives 2025 très prochainement. Il est prévu qu'il y ait une vignette qui soit spécifique, vignette critère spécifique pour les véhicules de collection. Voilà. Il y aurait marqué VE dessus, je pense. Je ne sais pas ce qu'il y aura écrit dessus. Non, VE, c'est véhicule électrique. Ah oui, non, ça ne marche pas. Non, je ne sais pas, il y aura... Voilà, c'est en discussion. Je crois que d'ailleurs, le prototype de la vignette en question existe. On demandera d'ailleurs si on arrive à avoir un jour. Jean-Louis Blanc lui demandera à quoi ça ressemble et quels sont les véhicules qui pourront en bénéficier. Et ça permettra aux forces de l'ordre d'identifier tout de suite un véhicule en carte grise de collection. Parce que on peut très bien avoir une vieille voiture qui est encore en carte grise normale, qui elle n'a pas le droit de circuler, même si elle a plus de 30 ans, elle n'a toujours pas le droit de circuler, et si elle est en carte grise de collection, elle a le droit de circuler. Et pourquoi est-ce qu'on autorise les véhicules en carte grise de collection à circuler alors que les vieilles voitures en carte grise normale n'ont pas le droit? Simplement parce que quand vous êtes en véhicule de collection, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre véhicule pour travailler. Donc, c'est que du loisir, donc peu de déplacements dans l'année. Donc, ça n'a pas d'influence sur la pollution. On va faire une pause sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très intéressant. Et ça, voilà, Camille va vraiment être... Camille, c'est sur la page Facebook de Sud Radio, où il y a pas mal de réactions. Parce qu'il revenait sur les fameuses ZFE, etc., en disant, moi, j'ai une vieille voiture de 95, une 106. Je pensais peut-être la faire passer là, en 2025, en véhicule de collection. Et je m'en sers pour aller travailler. Je précise, boulot, métropole, commune avoisinante. En fait, on ne peut pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rouler avec sa voiture de collection pour aller bosser. Voilà. Si on a un accident, là dans le baba, quoi. Il y a que, je crois, certains VTC qui ont le droit d'utiliser des véhicules en carte grise collection pour travailler. Mais donc, si vous avez un véhicule en carte grise de collection, vous n'avez pas le droit de faire un trajet de travail. Donc Camille, ça ne vaut pas le coup de la faire passer en collection pour passer sur les ZFE, parce que vous n'aurez pas le droit d'aller travailler avec. Si vous avez une vieille bagnole et que vous dites je vais passer en carte grise de collection, comme ça je peux continuer à l'utiliser pour aller bosser, non. C'est mort. Non, en toute logique, vous n'avez pas le droit. Bon, alors, après, avant qu'on vérifie l'usage que vous faites exactement du véhicule, ça va être compliqué. Oui, mais c'est auprès des assurances que ça peut être compliqué. Alors, là où ça pourra être vérifié, en revanche, c'est quand vous allez passer au contrôle technique, on notera le kilométrage, et si on voit que vous faites 20 000 km par an, alors que la moyenne des véhicules de collection, c'est inférieur à 1000 km par an, je pense que là, ça peut soulever un lièvre et qu'on vous posera des questions à ce moment-là. Bon, très bien. Je l'ai dit, avant qu'on en arrive là, il va couler de l'eau sous les ponts. Bon, alors, on continue pour les deux derniers points, pour les rétrospectives de la Fédération française des véhicules d'époque 2024, l'étude nationale sur les retombées socio-économiques des véhicules de collection. Eh oui, il y a une étude qui est faite assez régulièrement. C'est là qu'on sait combien les collectionneurs ont de voitures, combien de kilomètres ils font avec. On se rend compte qu'en fait, c'est un marché qui augmente, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait se dire, oui, ça y est...
comme certains écolos essayent de nous le faire croire, la voiture c'est fini, c'est du passé. Bon bah non, la voiture c'est pas fini, c'est pas du passé. C'est un patrimoine roulant qui existe dans notre pays. La France est le pays qui a inventé l'automobile. Ça serait vraiment dommage justement qu'on lui interdise d'utiliser ce patrimoine. C'est un peu comme si on disait Notre-Dame c'est une passoire énergétique. Donc on va la reconstruire mais aux normes modernes. On va mettre du double vitrage à la place des vitraux et puis on va faire une isolation par l'extérieur. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire est très con, mais d'essayer de dégommer le patrimoine automobile français, c'est la même bêtise. Donc on s'est rendu compte que effectivement on avait un patrimoine qui était riche, que les gens aimaient l'automobile ancienne et que ça représentait, alors j'ai pas le chiffre en tête, je crois que c'est 4 milliards par an, donc c'est quelque chose qui économiquement est important en France. Et moi je dis c'est important parce que on préserve notre passé et c'est vraiment, on est un pays qui a un passé qui est riche et l'automobile fait partie de ce passé riche. Et puis il y a eu les concours. Dépêche-toi, on est en retard, l'ami Jean-Luc. Les concours d'élégance, de plus en plus, il y en a eu 26 l'an dernier. Oh, c'est beau ça. Je vous inscris pour les prochains. Avec plaisir. Enfin, il faudra que j'aille un peu mieux. Voilà. Donc 26 concours d'élégance organisés par la FFVE, c'est chouette. Hein. Voilà, les plus chouette. Connus. Vous avez Chantilly. Chantilly, c'est vraiment le summum en France. Ouais, tout à fait. Allez, on a fait un petit tour d'horizon de l'année 2024 pour la Fédération française des véhicules d'époque avec l'ami Jean-Luc Moreau qu'on retrouvera à la fin de cette émission. À suivre, on va recevoir Nicolas Perruc, qui est journaliste, qui viendra lui aussi avec ses tops et flops 2024 sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec GS27. Spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et c'est Nicolas Laperruque qui nous rejoint pour le dernier quart d'heure de cette émission, qui est journaliste. Bonjour Nicolas. Bonjour Dame Laurence. Bonjour Nicolas. Ça fait plaisir de vous avoir parce que ce matin, c'est Waterloo, mais mais qu'est-ce qu'ils ont les gens ils sont tous en vacances, ils nous oublient. Ils sont tous en vacances. Et comme nous on est en direct et qu'on n'a rien enregistré, forcément, quand les gens répondent pas, ils répondent pas. Nicolas, juste pour ceux qui nous écoutent, rappelez pour qui vous travaillez. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Non, pour principalement les journaux du groupe Ebra, c'est le Dauphiné Libéré, l'Est Républicain, le Progrès, tout ça, un petit peu l'Argus, et puis un peu de... Je travaille pour quelques magazines de voitures anciennes aussi. Voilà. Et puis quand il a le temps, il fait quelques bouquins. Il y en a un sur les 911 qui va sortir bientôt. Donc, qui est sorti déjà. En fait, qui est sorti. Ouais, alors c'est plus compliqué que ça. C'est des bouquins de François Bouet, qui en a déjà fait un sur le Range Rover qui avait bien marché, qui était Life in Range Rover. Il y a eu celui de la 911 qui est sorti l'année dernière. Et là, en fait, il sort un bouquin sur la Honda Civic dans la même collection. Et en fait, moi, je lui donne des coups de main. J'écris des morceaux de bouquins, tu vois. J'aime bien. Je suis en train d'en faire un en entier bientôt, toi. Sur quoi Alors, ça sera sur le Lada Niva. Parce qu'il n'y a pas de bouquin sur le Lada Niva. Ça se comprend un peu en même temps. Vous pourriez faire un bouquin sur les blagues sur le Lada Niva, parce qu'il y en a par contre, il y en a un wagon. Ouais, il y en a un wagon. Bon alors en dehors de ça, top et flop pour l'année 2024. Le top, alors j'ai trouvé que c'est gentil. Top. Une voiture qui mérite qu'on salue. Alors Nicolas, c'est quoi votre top? Non, mais tu sais qu'hier, on a perdu Monsieur Osamu. Oui, hier matin. Le fondateur de Suzuki. 94 ans. Ouais. Du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on ne rendrait pas hommage à la Suzuki Swift? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, on a des voitures aujourd'hui qui sont de plus en plus chères, qui sont de plus en plus lourdes, qui souvent sont, du coup, c'est un peu obligé, ils sont de plus en plus puissantes aussi. Et en fait, on a la Suzuki Swift qui fait 919 kilos, je crois, en version de base, qui fait 5 litres au 100, et encore, il faut déjà être énervé, et qui est à vendre 17 000 €. Et en fait, c'est un peu l'antithèse, je trouve, de tout ce qu'on a aujourd'hui sur le marché automobile. C'est-à-dire que c'est une voiture qui a su rester aux bonnes dimensions. C'est une vraie citadine, elle fait 3,86 m, je crois, quelque chose comme ça. Elle pèse 900 kilos. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir un gros moteur. Du coup, ça consomme pas. Et on reste sur des technologies qui sont finalement assez simples.
Alors, avec un moteur qui est réputé très fiable en plus. Hein. On va y venir tout à l'heure sur dans les flops. C'est l'antithèse de ce qui se fait en ce moment, effectivement. Je connais pas mal de gens qui sont en Swift. J'en ai jamais vu un seul en panne. Ouais. Donc effectivement. Parce que la Swift elle est équipée d'un moteur 3 cylindres 1,2 litre qui va fatalement rappeler des choses à plein de gens. Si je dis 3 cylindres 1,2 litre, ça vous fait penser à quoi, Laurence, par exemple? Ouais, de PureTech. Eh ben voilà. Et ça nous amène au flop de Nicolas. Voilà, écoute, on est obligé de rendre hommage quand même rendre hommage. Non, mais je me suis dit, c'est quand même merveilleux, parce que il y a l'affaire du 1,2 litre PureTech. Mais il n'y a pas que. Qui concerne quand même des centaines de milliers d'automobiles. On est d'accord. Mais ils arrivent aussi à faire un 1,5 litre HDI, donc en diesel, avec une chaîne qui casse. Ouais. Et ils arrivent à faire des diesels avec l'injection de ça y est, vous voyez. D'AdBlue qui marche pas, quoi. Donc voilà. Ça va être pris. J'ai lu récemment que ça allait être pris dans certains cas en garantie, mais avec tout un tas de conditions restrictives derrière. Et comme surtout, pour le reste, la prise en charge elle est quand même assez scandaleuse. Alors, ils ont tous les moyens de s'améliorer là-dessus, mais franchement, moi j'ai eu des cas autour de moi de moteurs PureTech notamment où c'était la croix à la bannière pour finalement arriver à un résultat, une prise en charge qui est un peu problématique. Donc en essence c'est pas fiable, en diesel c'est pas fiable, et là on a la IC3 qui est sortie là, en électrique c'est pas fiable. Et en électrique c'est pas fiable non plus. On en a une d'ailleurs au bureau Dauphiné. Je crois que la personne a dû faire 40 km avec sa voiture, et puis ça fait 3 mois qu'elle est au garage. Ah mais non. Comment on explique ça? Mais le garage Citroën lui a prêté une Kia, et du coup elle a découvert la Kia, elle est très fan. Mais je crois qu'elle va finir par acheter une Kia. Et je vais vous poser une question à tous les deux, Nicolas Laperruque et Jean-Luc Moreau. Non, c'est pas ça. Attends, laisse-moi aller au bout. C'est comment ça se fait que face à des marques comme Suzuki, par exemple, face à des marques comme Honda, comme Toyota, comme Lexus, qui ont quand même des fiabilités de moteur, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de véhicules sur le marché avant qu'on ne soit sûr du moteur. Pourquoi les marques françaises ne travaillent pas comme ça? Alors, on va prendre l'exemple de la IC3 là. Alors, la toute dernière. Pourquoi est-ce que cette voiture qui sort, elle est déjà en panne? Elle est déjà en panne parce que on a voulu faire des économies. On est parti d'une base indienne et on a demandé aux Indiens de développer les logiciels qui vont avec. Bon, il se trouve que ils ont fait peut-être un peu vite. Avec pas beaucoup de sous, et c'est ça qui tombe en panne. Donc, mais malheureusement, ils vont continuer de tuer les marchés français, les marques françaises. Sans doute pas. Il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. C'est sans doute pas un bon calcul, mais il n'y a pas que Citroën, Peugeot. Vous vous souvenez de l'essai là, il y a 15 jours ou 3 semaines de la nouvelle Opel Frontera. Je suis tombé en panne aussi. Bien sûr. Voilà. Je ne savais pas que tu étais tombé en panne aussi, parce que je sais qu'apparemment tu n'es pas le seul à être tombé en panne sur ces essais-là. Voilà, c'est ouf. Voilà. C'est dingue. Aujourd'hui, ça n'arrive plus dans les essais aujourd'hui, les essais presse. Alors, on va remonter à une très longue époque. Par exemple, pour Turbo, j'ai jamais aimé le Scénic. Les premiers Scénic que j'essayais, je tombais systématiquement en panne. Je pense que la voiture m'aimait pas non plus. Bon, ça, c'est une période où ça arrivait. Ça n'arrive plus aujourd'hui, à part chez Stellantis. Juste une question, et après, on va passer au top et au flop de Jean-Luc, même si on a compris un peu les choses. On va garder Nicolas. On garde Nicolas. Aujourd'hui, quelles sont les marques qui sont, pour vous, fiables? Moi, après, c'est simple. À part les japonaises, qui sont très fiables. J'allais dire justement les japonaises, mais il y a des outils statistiques qui sont maintenant assez pertinents, et on regarde toutes les études de fiabilité, effectivement. Alors déjà, on peut s'apercevoir qu'effectivement, de la 15e à la dernière place, c'est toutes les marques de chez Stellantis, et en général, les 5-6 premières places, c'est Toyota, Lexus, Suzuki, Mazda, Suzuki, les japonaises. Donc après, ça ne veut pas dire que les autres marques sont... Je pense que les Coréens sont pas mal aussi, en général, ils sont plutôt... fiable. Hyundai ou Kia. Et puis le reste, un peu, on est dans la bonne moyenne, mais ce qui est assez... moi, je suis allé au Japon il y a 1 an visiter une usine Suzuki.
Quand on leur pose la question, en fait, pourquoi, en fait, ils vous expliquent qu'en fait, ils sortent pas un système ou ils sortent pas un moteur, ils sortent pas une voiture tant qu'ils sont pas sûrs que à 100% de sa fiabilité. Voilà, ouais, tout à fait. En fait, c'est juste une question de politique, de culture. Ouais. Nicolas. Allez, je vous coupe la parole 2 secondes parce qu'il nous reste 5 minutes. On vous garde pour les tops et flops de Jean-Luc. On va commencer par un flop dont on a parlé il y a pas longtemps, en plus avec Nicolas. Donc comme ça va lui rappeler des choses. Une marque qui a dit faudra oublier tout ce qui a précédé. Ça peut être quoi d'après vous, Nicolas? Ce serait pas une marque qui avait un animal Oui, qui avait un animal. Alors, entre-temps, depuis qu'on a parlé de cette fameuse campagne de communication de Jaguar qui était très woke, alors c'est pas ces images-là que je voudrais en premier, c'est celle de parce que ceux qui ont l'image, sur la page Facebook. Depuis qu'on a parlé de cette campagne de communication, on a eu ils l'ont appelée la Type 00, sans doute en référence, vous savez, la Type E est une des Jaguars les plus mythiques, et donc ils l'ont appelée la Type 00. Alors je pense que le 00 est très adapté à ce véhicule qui est quand même extrêmement étrange. Alors là, c'est un concept c'est pas beau. qu'ils ont. Moi je la trouve pas belle. Ouais, c'est un concept qu'ils ont présenté. Donc le véhicule de série sera quand même relativement loin de ça, mais ce qu'il faut dire, c'est que on est en fin 2024, en 2025. Jaguar, c'est un peu comme le chiffre des ventes de véhicules à hydrogène en France cette année. Jaguar produira l'année prochaine, c'est zéro voiture l'année prochaine. C'est juste énorme, quoi. Et arrive avec un engin totalement improbable. Parce que là, ils veulent rompre totalement avec leur passé, ce qui est complètement dingue. Tout à l'heure, je parlais de l'ADN des marques, on parlait de l'histoire. C'est important aujourd'hui de capitaliser sur une histoire. On le voit, Renault aujourd'hui se tourne vers son histoire. Peugeot, dans les publicités, est en train de le faire également. Et surtout face à des constructeurs chinois qui arrivent avec plein d'autres arguments sauf celui-là. Ouais. Enfin, si MG est rassurant, tu vois, de dire mais bon, j'achète une Peugeot, j'achète un. Et justement, c'est un atout aujourd'hui face à des nouveaux entrants qui n'ont pas d'histoire, justement. Ouais. Alors on voit le truc là. Bon, on dirait un grille-pain vu de derrière la Type 00. C'est ça. Je vois pas qui. Non mais un grille-pain, un chauffage grille-pain. Ouais, mais je vois pas qui à 150 000 euros va mettre 150 000 euros dans un véhicule comme ça. Enfin, voilà. Ça, c'est ton flop. Ça, c'est pour moi, c'est mon flop. Bon, maintenant, on sabote une histoire qui est sans doute celle d'une des marques les plus prestigieuses. Jaguar, c'était du luxe, c'était de la vitesse, c'était du raffinement. Et on dit, vous allez oublier tout ça. Finalement, on va vous faire du moche, cher. Ouais. Invendable. Allez. Voilà, allez, allons-y. Mais il y a quand même des clients parce que Jaguar, alors quand j'ai menti, quand j'ai dit Jaguar va fabriquer 0 voiture, parce qu'ils ont un département collection, enfin un Jaguar classique, qui fabrique des voitures neuves anciennes. Oui. Et vous avez un collectionneur, alors je pense que c'est un collectionneur du sud-est asiatique qui a commandé en fait 2 types neuves. Et c'est mon top de cette année. Il a commandé 2 types neuves commémorative édition, parce qu'en fait, la production de la Jaguar Type E s'est arrêtée il y a 40 ans exactement. Elle s'est arrêtée en 1974, et là, il a commandé 2 Type E neuves, alors mieux que les Type E de l'époque, parce que moteur 3,8 litres mais à injection, donc un petit peu amélioré, et surtout avec, là on voit le logo à l'avant, le Jaguar de l'époque, mais il est en or là. Oh là. Voilà, il est en or. Non mais excusez-moi Jean-Luc, vous avez vu la fracture, la claque qu'on prend entre cette Type E refaite aujourd'hui en 2024, mais qui ressemble évidemment en moderne. C'est la Type E de l'époque, c'est Lévin, c'est une Type E de l'époque. Voilà. Et ce qu'on a vu juste avant. Le choc, il est terrible. Ils ont demandé donc à un joaillier anglais qui s'appelle Deakin et Francis de revisiter un peu l'intérieur. Donc il y a des, alors déjà les sièges en cuir ont été faits à la main avec un canage en cuir. Alors c'est une question de goût. C'est magnifique. Mais après tous les basculeurs, tout ça est en argent dans la voiture. Alors on n'a évidemment pas le prix de ces 2 modèles qui sont exclusifs, mais voilà, pour moi, je voulais le mettre justement en regard ceux qui ont la chance de pouvoir nous regarder sur Facebook, ou qui vont aller nous voir sur Facebook, ou qui iront revoir l'émission. On l'espère en replay sur la page de sudradio.fr. Verront ça. Le contraste qu'il y a entre cette Type 00
hein, et la type non, mais c'est clair. Refaite d'aujourd'hui, la commémorative édition, voilà. Et ben juste superbe. C'était donc les tops et les flops quand même, de l'ami Jean-Luc Moreau, que vous retrouvez tous les samedis sur Sud Radio à mes côtés. Merci beaucoup, Nicolas Laperruque. Merci, Nicolas. Merci. Voilà. Et puis on vous retrouve en 2025, je compte sur vous. Oui, prêt à repartir pour une nouvelle année. À nos côtés, c'est cool. Aux côtés d'On Parle Auto sur Sud Radio. Merci l'ami Jean-Luc, on se retrouve en direct samedi prochain. Et vous savez quoi, je pense que comme c'est la première émission de l'année, on va parler de ce qui nous attend pour 2025. Oh, c'est étonnant. Très, très étonnant. Avec beaucoup de plaisir. Et puis, à l'année prochaine. Alors, également, merci à Anthony d'avoir réalisé cette émission, Zach d'avoir été à nos côtés au standard. Et puis, quant à nous, on vous souhaite un très, très beau dernier week-end de l'année 2024. Faites bien la fête, soyez prudents et pas d'alcool au volant si vous le voulez bien le 31 au soir. Restez dormir où vous êtes ou ne prenez pas le volant quoi qu'il en soit. Bisous tout le monde. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons